Toi, t'as-tu d'autres... Non, j'ai juste amené celle-là parce que je voulais peut-être, je sais pas, j'aurais pu amener des caisses d'archives, là, mais j'ai amené une photo, c'est tout. T'aurais pu. On en a sorti chez nous la semaine passée. Nos parents en ont sorti une couple des photos de nous autres. Mais là, ça date pas 96, mais 2002, 2003, je pense. Malade. Les vieilles bébelles. Là, on a peut-être déjà commencé en passant. On fait pas d'intro au podcast. On part quand que c'est comme intéressant, dans le fond. C'est parti. C'est peut-être là. Mais non, c'est ça. En gros, la photo, je vais l'avoir mis dans des stories puis des trucs, mais on la montrera au pire à Cam, ou je la mettrai au montage. Pour ceux qui l'écoutent juste audio, ça va être super. On pourrait commencer par on va quand même commencer par présenter le projet à vous autres, mais parce que ça va être dans les premiers épisodes, puis à un moment donné, on va arrêter de le présenter. Là, mais tu sais, le but, c'était vraiment de rencontrer des gens puis de jaser de bike. Là, puis on passe ça sous le nom d'Empire 47, mais on jasera pas d'Empire 47 25 épisodes. Là, c'est vraiment, à chaque fois, on va avoir des gens différents. Il y a sûrement des gens qui vont revenir. On peut dire le mot Mont-Saint-Anne. On veut jaser de n'importe où. Puis on a un épisode qui va s'en venir bientôt avec Sentier du Moulin, avec la gang de Sentier du Moulin. Idéalement, on ferait tous les centres là, du coin si la gang sont intéressés. Là, mais fait que c'est vraiment de jaser d'un peu de tout. Là, on a un épisode prévu qui est juste sur l'historique d'Empire 47. Mais tu sais, c'est vraiment, on va tout le temps avoir des invités différents. Là. Fait que on vient jaser de bike, c'est une excuse pour jaser de bike. Fait que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Puis on connaît de toute façon Empire 47, fait qu'il y a toujours un certain lien. Oui, mais il n'est même pas obligé de l'avoir. Bon, non, parfait. Exact, c'est ça. Puis là, c'était surtout dans votre cas... Vous êtes comme des vieux de la vieille du Bessic, on va dire ça de même. Non, mais dans le sens que... non, mais tu sais, justement, vous travaillez ensemble quand vous étiez plus jeune. Toi, Eric, t'avais ta shop, dans le fond, dans le temps. François, il était tout le temps au Mont-Saint-Anne depuis moi, je pense que je suis le premier employé de mon vélo. 1968, Saint-Michel, c'est ça? Ouais, avant d'être un employé chez nous, je pense que la plupart étaient plutôt du monde qui venait errer dans le magasin puis qui venait passer bien du temps là. Puis au fur et à mesure, tant qu'à ça, on lui donnait un dédommagement après, puis ça devenait un employé officiel. Là. Oh. Puis pour le monde qui vont être 100% audio, on peut commencer par vous présenter François Guerrier puis Éric Boudreau. Éric, commence donc par te présenter. Ouais, Éric Boudreau, écoute, ça fait longtemps, comme vous le savez, que je me promène sur des vélos à roues surdimensionnées. Là. J'ai fait pas mal de vélos. Je m'en ai eu une petite pause, mais comme tu dis, là, j'ai eu une boutique de vélos à l'époque assez jeune. Là. Aujourd'hui, j'ai 52 ans, puis j'avais ouvert ma boutique à 20 ans. Donc, ça fait un petit bout qu'on placote là-dedans. Exactement. Mon vélo MONT, parce qu'il y a aussi des boutiques qui peuvent s'appeler MON Vélo. Puis, je connaissais déjà François à l'époque, mais... on est de la même cohorte au secondaire. On est dans le même album de finissant. Mais... Rochebelle 88. Mais on a passé pas mal de temps dans la boutique. Oui. Moi puis lui, puis bien d'autres, on peut dire que c'était un petit peu là, une secte. C'était nouveau, Éric. Oui, mais c'était quand même nouveau qu'un magasin de vélo à Québec devienne un magasin exclusivement vélo de montagne. On avait Yeti, Mountain Cycle, Kona, on vendait des marins. C'était unique en fait comme ambiance parce que tous les autres magasins vendaient de la route, des vélos pour enfants. Nous, c'était montagne exclusivement, puis ça nous rendait fiers. Mais moi, je me rappelle très bien de mon vélo. J'avais jamais réalisé que c'était vélo de montagne seulement. Ouais. Maintenant que tu le dis que c'est vrai. Oui. Des fois, là, on a eu des petits soubresauts. C'est arrivé une couple de fois parce que, exemple, on vendait la ligne GT. GT avait des vélos de route. Fait que ça pouvait arriver qu'on faisait une petite commande spéciale. Là, on dérogeait un petit peu à notre ligne de conduite. Mais je dirais qu'à 99%. Avec aussi un peu de vélo hybride. Mais c'était là à la base vraiment les vélos de montagne. Puis quand on a fait nos premières commandes, c'était pas compliqué. Là, on ouvrait le Mountain Bike Magazine, le Mountain Bike Action. Ouais. Puis c'est quoi les vélos de rêve qu'on n'avait jamais vus, puis qu'on trouvait donc hot, puis qui faisaient la page couverture. Puis là, on disait, OK, ça nous prend ça dans notre vitrine. Là. Fait que, tu sais, on faisait un petit peu, là, si on veut, là, la commande de nos vélos de rêve à nous, parce qu'on se disait, on doit pas être les seuls aussi. Puis après ça, évidemment, à ça se complétait notre inventaire avec des vélos, disons, plus courants, plus accessibles pour tout le monde. Mais c'était vraiment ça. C'était le vélo de montagne. Parce que je pense qu'à l'époque, je peux nommer le Centre du Bicycle Sainte-Foy, tout ça, il y avait plusieurs boutiques qui étaient spécialisées dans le vélo de route. Puis nous autres, écoute, on était des maniaques de vélo de montagne. Fait qu'on se dit, on va aller dans ce qu'on connaît bien. Les gens, quand ils voyaient ton premier Mountain Cycle, le San Andreas,
une espèce de vélo en aluminium monocoque. On n'avait jamais vu ça. Des gros disques, je me souviens. On allait en ville, des fois le soir, on travaillait beaucoup, mais des fois on sortait quand même le soir. On sortait en vélo, puis on mettait ça en avant du Vogue ou peu importe, on empilait les bikes. Les gens arrêtaient, là. Un mountain cycle, un Yeti, un Balfa. Je veux dire, les gens capotaient. Puis c'était vraiment la signature du magasin. On avait vraiment des choses que nulle part ailleurs à Québec tu pouvais retrouver. Ouais, c'est un peu ça l'idée au début, là, c'était d'avoir des vélos, on peut dire, désolé du terme, là, showcase. C'est d'attirer les gens, dire ah ouais, écoute, ça a l'air qu'à cette place-là, ils ont des vélos comme on peut voir dans les revues. C'était un peu de faire rêver les gens d'avoir quelque chose de différent. Pour les plus jeunes, il n'y avait pas Instagram. Là. Nous autres, on avait juste des revues puis des boutiques là, pour découvrir notre sport. Fait que sortir du... j'ai rien contre les autres marques, là, mais c'est du Mikado, de ces marques-là qui étaient, disons, plus conservatrices un petit peu. Nous autres, c'est ça. On voulait faire rêver le monde puis de créer un petit peu. Là, c'était ça, c'était nouveau le vélo de montagne. Là. Au début, on était au début des suspensions, tout ça. Ça commençait à peine, là, pour ceux qui ont de la mémoire un peu. C'était les Manitou 2 qui venaient tout juste de sortir quand on a vendu. Quand on est loin, là, les fourches à élastomère. Bon, ça fait longtemps. Qui était en forme d'aiguille, là, en bas, là, c'était tout ça. Marzocchi en forme d'aiguille. C'était Marzocchi, ça. Ouais, avec les 3 ou 4 trous mauves, vertes, tout ça. Là. Fait que, c'était vraiment là, à ses tout débuts. Fait que nous autres, c'est ça. Là, on essayait de voir, puis c'était le début des couleurs différentes. Là. On essayait, OK, il y avait Ringley. Ben oui, mauve anodisé. Là, Gregor Ball, donc capotait tout sur le bleu anodisé, le mauve anodisé. Ouais, à un moment donné, ça devenait fou un peu l'inventaire à garder parce qu'on n'avait jamais la bonne couleur. Puis les gens me demandaient quelle couleur qui ferait bien. À un moment donné, je disais, bon, je suis un vendeur de vélo ou bien je suis un conseiller en mode. Quand on vendait des dérailleurs Paul, là, c'était jamais la bonne couleur. Là. Je peux-tu l'avoir bronze et rose? J'ai juste du mauve en stock. Avec les nipples de rayon, j'en veux un vert, un mauve, un bleu. Fallait se souvenir dans quel ordre que les voulait. Là. Avec des pneus blancs, des Honda Porcupine blancs. On va repartir à la mode de ces affaires-là avec nous autres aujourd'hui. Peut-être. Ouais. Ça me rappelle les Michelin verts. Là. Oui, en silicium. Là. Ouais, je pense qu'il doit m'en rester une coupe dans mon garage. C'était cool. Il y en avait des semi-slicks aussi. Oui, c'est vrai. François, tu pourrais te présenter. François Garipi, premier employé officiel de chez Mon Vélo, mais tu sais, je me suis comme un peu invité. Là, je répondais au téléphone quand ça sonnait 3 fois, puis à un moment donné, ils ont dit, bon, on va le prendre, lui. Puis j'ai vraiment apprécié cette période-là de ma vie. J'ai appris beaucoup. En fait, moi, j'admirais beaucoup Boubou. Tu sais, je le trouvais, il était vraiment meilleur que moi en vélo, il était vraiment meilleur que moi à bien des niveaux. Puis c'était un gars qui était... c'était un vrai leader, au sens que, tu sais, il avait une shop, il leadait ça, c'était lui le boss. La semaine, il travaillait comme un mongol de 9 à 5, voire même de 9 à 9. Puis la fin de semaine, il nous confiait son magasin, il allait faire des courses. Puis Boubou, il faisait downhill et cross-country. Fait que, tu sais, on avait comme les clés de la shop, David et Manu, puis toute cette gang-là. Fait que je garde un excellent souvenir de ça. Évidemment, moi, j'ai fait d'autres choses par la suite. Je travaille en radio, j'étais journaliste au Journal Voir, je travaillais à Énergie, Canal Vox. Là, présentement, j'étais à Radio X. Puis dans les années antérieures, mon expérience chez Mon Vélo m'a donné le goût de participer aussi plus à un magasin. J'ai été copropriétaire avec Stéphane et Rémi-Claude pendant quelques années, 8 pour être précis, de l'Essar Bicycle à Sainte-Foy, le Vaisseau-Mer, un magasin de vélo très connu à Sainte-Foy, fondé en 1955. T'as été mon patron. Oui, Gab! Gab, t'arrivais à l'heure, t'étais un chouette vendeur, t'étais motivé. Le meilleur employé en même temps. C'était vraiment cool de travailler avec toi. Pendant ce temps-là, moi, je travaillais à Vie Sportive. Quand j'étais étudiant, j'ai fait 8-9 ans à Vie Sportive. Puis, je me rappelle, on se faisait des coups entre les deux. Là. Les nouveaux, on les envoyait, on les envoyait chercher un outil qui n'existe pas. Là, puis, probablement que vous l'avez fait, vous autres aussi, de votre bar. Là, mais c'était comme, va chercher. Puis là, je me souviens plus c'était quoi là, les outils. Là, mais tu sais, ouais, mais tu sais, c'était des affaires spécifiques vélo, genre un extracteur à bearing de place qu'il n'y a pas de bearing, là, mettons. Là, fait que la personne se ramassait chez. Je viens de penser à ça. La personne se ramassait chez Gagné Véloski. Avec des extracteurs de. Puis là, on l'a reprêté, puis on avait un chum, Jonathan Pajot, qui était là, puis là, il comprenait qu'il arrivait de nous autres, puis il disait hey, non, je l'ai prêté à l'Essar Bicycle. Fait que là, le nouvel employé partait, puis là, des fois, ils envoyaient chez Québec Sportif, puis là, Québec Sportif à côté, il faisait. Puis là, il comprenait, là, puis il disait ben non, je l'ai prêté à tel. Fait que c'était pas rare qu'il y avait un de vos employés qui arrivait chez nous, ou nous, on envoyait des employés jusqu'à Gabriel. Gabriel, il comprenait que ça venait de nous autres. Là. Des fois, on appelait puis on demandait pour des suspensions Norris. C'est quoi ça? Des chocs Norris. OK. Comme Bart Simpson qui appelle au bar. Ouais, pareil. Ouais, le bon temps des shops. Moi, j'ai eu du fun dans les shops. Mais c'est une vie qui est difficile, Boubou. Est-ce que tu retournerais là-dedans, toi? Avoir un magasin, le détail, le client, le staff, la gestion?
Pas dans le même rôle. Écoute, après avoir fait 10 ans, puis je vais être bien clair là-dessus, il y a bien du monde qui m'ont posé la question, tu t'ennuies-tu de tout ça? Et tout ça. Il y a un petit côté qui s'ennuie de tout ça, mais passer 10 ans, quand tu es responsable de joyeux lurons comme toi, François, puis d'autres, que tu reviens le lundi matin, puis tu apprends toutes les histoires qui se sont passées pendant la fin de semaine, que tu as quand même, c'est ça, du staff à gérer. Tu as un inventeur que tu es responsable. Tu as 25 ans, puis tu as un inventaire de quelques centaines de milliers de dollars que tu sais qu'il va falloir que tu payes à temps. Puis quand tu pars en voyage, puis étant donné, comme je dis, je l'ai commencé à 20 ans, là, de 20 à 30 ans, je voyais d'autres mondes qui, si on veut, qui se promenaient autour de la planète, qui faisaient d'autres choses. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des concessions de mon côté que j'ai faites, puis un côté que j'avais pas vécu, que j'avais le goût de vivre. Mais ça m'a vraiment, pour moi, ça a été une école de formation après ça pour travailler en équipe, apprécier aussi la valeur de tes employés. Puis tu le sais, là, pour moi, c'était super important. J'ai eu la chance d'avoir des employés qui sont restés là longtemps. Fait que, tout ce que j'ai appris là, je m'en sers encore aujourd'hui dans tous les aspects de ma vie. Mais est-ce que je retournerais faire ça? Je dirais que c'est pas dans ma personnalité de refaire ce que j'ai déjà fait. Après ça, à un moment donné, on dirait que je suis. Mais c'est formateur. C'est Bike Shop Life dans vingtaine, on le conseille à tout le monde. Puis, tu sais, quand j'ai décidé que je donnais mes clés à quelqu'un d'autre ou je les vendais à quelqu'un d'autre, c'est parce que je me dis que c'est le bon moment. Que c'est comme le gars, le boxeur qui décide de quitter pendant qu'il a sa ceinture. Je me dis, garde, c'est le bon moment. Avant d'être tanné, la tête pendant haute. que je suis motivé. Puis, let's go. À 30 ans, c'est facile pour moi de me replacer puis de faire d'autres choses. Là, on est 4 autour de la table. Je suis pas mal sûr que les 4, on est d'accord là-dessus. Quand on travaille dans un bike shop, souvent, on fait pas mal moins de vélo qu'avant. Puis après avoir travaillé dans un magasin de vélo, toi, Boubou, t'as recommencé à rouler bien plus après mon vélo. En fait, disons, écoute, j'ai eu des enfants assez tard, tout ça, fait que c'est sûr que moi, j'étais quand même motivé, là. À 5 heures, je partais, puis j'allais rouler à tous les soirs. Je pouvais aller faire le tour de l'île d'Orléans un mercredi soir, puis c'était assez, je dirais, j'étais assez assidu là-dessus la fin de semaine. Donc, soit que je travaillais ou soit que j'étais sur mon vélo. Puis après ça, par contre, j'ai pris une pause pendant pratiquement 10 ans, que quand j'ai vendu ma boutique. J'avais le goût de vivre d'autres choses. J'ai même arrêté de faire de la course parce que je disais, ça me tente-tu de revoir toute la même gang? J'avais comme le goût d'avoir une nouvelle gang, de rencontrer du nouveau monde. Il faut dire qu'Éric est devenu champion du monde de rafting. Hein, je veux dire, anecdotiquement parlant, je veux dire, il n'a pas arrêté de faire du bicycle pour devenir une patate de divan. Oui, c'est ça. J'aime bien le vélo, mais il y a beaucoup d'autres sports là, qui m'intéressaient. Je me suis mis activement dans le rugby. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Puis à un moment donné, quand tu te fais une blonde, elle dit, si tu fais 3 sports en même temps, tu m'appelleras, mais que t'aies fini quelque chose. C'est moi ou le downhill. Comment ça a fini, mon vélo, après? Écoute, je l'ai vendu à un compétiteur lorsque j'ai laissé partir la rumeur que c'était à vendre. Il y a quelques autres commerces qui m'ont contacté, qui étaient intéressés. Puis finalement, c'est mon compétiteur le plus proche qui, je pense, c'était un peu pour se protéger. C'est Miguel Sanchez à l'époque, qui, lui, était pratiquement à l'autre bord de la rue. Puis c'était un peu un autre créneau. Fait que lui, il trouvait ça intéressant là, d'avoir une deuxième boutique tout juste à côté qui couvrait, parce que lui était dans l'usager, je dirais plus entrée de gamme, milieu de gamme, tandis que nous, on était plus dans le haut de gamme. Finalement, après une couple d'années, je pense que c'était peut-être pas son créneau à lui dans lequel il était à l'aise. Écoute, je veux pas parler à sa place, mais il y a beaucoup de les employés qui étaient chez nous depuis très, très longtemps, que lorsque j'ai remis les clés, eux autres, ils se sont repositionnés ailleurs. Fait que de fil en aiguille, je pense que c'était plus intéressant pour lui, puis lui il a décidé que c'était terminé. Il a fermé ça, là. Il a pas revendu. Fait que c'est sûr que quand je suis parti, il y a une bonne partie sur le coup qui ont quitté, puis peu de temps après, il y en a d'autres qui ont quitté. Puis souvent, la clientèle est fidèle aux employés et aux mécaniciens. Je veux dire, je vois, François, toi, après ça, tu as travaillé chez Lessard, mais je pense à Jean-Philippe Castonguay, avec qui j'avais fondé la boutique. Stank, qui est au pédalier, mais je suis certain qu'il y a des clients à lui qui vont là, puis que c'était ses clients à l'époque. Yann Dufresne, c'est la même chose, qui répare encore des vélos aujourd'hui. Il a son propre atelier chez lui. Il y a des clients qui le suivent depuis 35 ans. C'est pas une question, des fois, dans quel magasin il travaille, c'est une question que c'est ton mécanicien à toi. C'est vrai, oui. Dans le temps, François Lessard, tu avais
une collection de bikes au deuxième Ouais. en haut. Là. J'en ai Puis, encore ouais. gardé quelques-uns, mais c'est sûr que quand tu as un magasin, tu as beaucoup plus de place pour garder des vélos antiques, on va dire ça comme ça. Il y avait du stock là-dedans. là. Mais François collectionne les collections aussi. Ouais, c'est faut ça, le j'ai une savoir, collection. là. Collection de disques, collection de jouets, collection de vélos. J'en ai peut-être une douzaine là, au total, maximum. J'ai quelques Balfa. Là. J'ai le nouveau riche de Ronnie Drouin. OK. Tu te souviens, là, le rouge à 2 chaînes, là, qui est devenu que quand des fois je mets des photos comme ça sur Instagram, le monde capote parce que tu sais c'est comme un vélo de 1999 mulet, tu sais, c'est-à-dire roue de 24 en arrière, roue de 26 en avant, 2 chaînes. Le poids d'un vélo électrique qui n'est pas électrique. Puis c'est le vélo des championnats canadiens de 2000, je pense, de 99 et 2000. Fait que tu sais, j'en ai comme j'en ai des beaux, des vélos, j'en ai gardé des pas pires. Là, moi, je suis assez fier de ça. C'est quoi, toi, comme truc, là? C'est connais par cœur, là? Mes vélos que j'ai en stock, ben, j'ai un Schwinn qui a été soudé par Yeti parce que Schwinn, ça a été non pas seulement qu'une marque là, vendue chez Canadian Tire, mais aussi pendant un certain bout. C'était du haut de gamme. C'était du haut de gamme, les peintures étaient formidables. Fait que ça, j'en ai gardé un. J'ai pas mal de Rocky aussi. Moi, je t'avoue que j'ai roulé Rocky Mountain une bonne partie de ma vie. Ça fait que c'est sûr que j'ai quelques frames pétés, mais aussi des vélos qui sont en bonne condition. Là, j'essaie de garder l'espèce de contrôle, mais ça prend de la place, hein. Faut le mentionner comme ça. J'ai encore mon Woolly Bully de Balfa, j'ai encore une couple d'affaires, là. C'est des beaux vélos auxquels je suis vraiment attaché, puis c'est difficile pour moi de m'en séparer parce que, anyway, j'ai de la place. Fait que, tu sais, pourquoi les vendre ou les disperser alors qu'il y a juste moi qui peux vraiment les apprécier? C'est vrai, c'est vrai. Ou les partager sur, c'est quoi le groupe Facebook, là? C'est le Vintage. Les vélos je sais pas vintage. si c'est là-dessus, là. Ouais. Ouais, mais c'est là-dessus, je pense que je te voyais faire des posts de temps en temps. Puis, Ben, il y a ouais. comme une mode, hein, tu sais, les vélos qu'on vendait dans les années 90, il y a des tripeux qui remontent ça avec des pièces antiques, tu sais, qui, entre guillemets, là, essaient de trouver, tu sais, les fameuses pédales de Downhill rouges, là, les premières, les 636, ça, c'est introuvable, tu sais, tout le monde en veut pour mettre sur son vélo vintage. Ouais, l'équivalent de ceux qui trippent sur des vieilles voitures, c'est Ouais, la même exact. chose avec les anciens vélos, là. Carl Dionne chez Mathieu Performance, qui a une pas pire collection aussi. Je sais pas, vous connaissez Carl, là? Tu sais, il est souvent sur ces trucs-là. Là. Puis, tu sais, il y a un Instagram, genre Carl's Bike Place ou quelque chose de même. Là. Je sais pas si vous savez, mais lui, c'est vraiment plus les pièces que les vélos. OK. Il y a des Ça affaires prend moins de place, c'est ça qui est le fun. Ouais, c'est ça, Mais tu j'ai sais. une belle série de fourches. Je dois avoir une quinzaine de fourches à la maison, là, des Rock Shocks, les Judy, tu sais, je les ai presque toutes. Ça, j'aime bien ça. La Marzocchi que tu parlais tantôt, là, très fine dans le bas. J'ai ça, là, ça fait de la déco. J'étais un petit peu moins nostalgique, mais j'ai quand même mon vélo stationnaire là, quand que j'ai pas le temps de sortir faire du sport dehors. C'est un GT iDrive Race là, avec le pédalier qui est dans son propre pivot. Là. Drive Eye. Fait que très confortable au niveau de la suspension pour écouter un Netflix en roulant. Quelle couleur? Il est jaune et un petit peu de noir. Là. Avec les couleurs de l'équipe à l'époque, il y a 30 ans. GT, hein? C'est quand même une marque qui avait un impact puis une résonance, puis on tripait là, vraiment GT dans le temps. Sur là. le triple triangle. Ouais. Ben, moi, les iDrive, je trouvais ce système-là complètement capoté. Là, pas Ouais. vraiment trippant pour l'avoir roulé. Là. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose qui accotait ça, même encore aujourd'hui, mais il y avait une certaine complexité des roulements, tout ça, qui faisait que peut-être qu'ils ont abandonné ça. Ça s'est mais pas refait avec d'autres choses après, ça? Il me semble que non. moi, je ne l'ai pas revu, mais tu Ça sais, existe encore, GT, aujourd'hui. ça existe encore, mais le système iDrive avec le pédalier à l'intérieur de ton pivot, moi, je ne l'ai pas revu. Malgré le fait, comme je dis, là, je trouve que c'était quand même de quoi là, c'était intéressant, c'est logique, puis ça fonctionnait. Là. C'était mieux que le RTS puis le LTS qu'ils avaient précédé. Tu sais, le RTS, ça te choquait pas pantoute. Là. L'espèce de vélo qui arrêtait de te choquer quand tu pédalais un peu. Puis l'autre, ben, le LTS, c'est celui de Nicolas Vouillos. On tripait tellement sur ce vélo-là, mais le choc était tellement haut que quand tu pédalais, ça donnait une espèce de ballon foqué. Fait que c'est sûr que iDrive, c'est le meilleur vélo, je pense, que GT a fait. Ouais, ben, tu sais, à cette époque-là, c'était le début des triangles arrière unifiés. Ben, tu sais, c'était le début des doubles suspensions, puis tout le monde s'obstinait à savoir c'est quoi le meilleur système. Donc, triangle arrière unifié, ou bon, Balfa Trek. où c'est que tu mets ton pivot, puis c'est ça. C'est là que GT est arrivé avec cette idée-là, qui était comme un mix des deux, puis le meilleur des deux mondes, si on veut. Là. Ouais, exact. Ouais. Mais bon, chacun a son idée, là. C'est comme la religion, là. Ouais, Tout le monde Ouais, je pense pense que ça n'a pas changé aujourd'hui. Encore Ça s'obstine encore. Ouais, sûrement. À chaque année, il y a un nouveau type de C'est des écoles de suspension pensée. arrière. Tu sais, est-ce que le tel système est meilleur qu'un autre? Puis
Puis bon, si t'as pas le brevet, c'est sûr que l'autre système n'est pas bon parce que t'as pas accès. Non, exact. C'est fou comment ça me rappelle des moments du Lessard. Quand des fois, je disais que Francis, c'est comme une genre de bible là, du bike. Là. Il sort les termes, les noms de tel truc tout le temps. Là. Les vieux sportifs et tout. Là. Tout le temps impressionné. Si on avait eu, Boubou, un vélo de 2023 au départ d'une course en 1996, essaie de te projeter. Tu sais, t'as un vélo moderne, là, full light, là, mais on serait devenu champion du monde. Tu sais, je veux dire, la distance entre les vélos d'antan puis maintenant, ça fait une différence comme ça se peut pas. Là. Je veux dire, on briquait avec des cantileviers sur du 26. Ouais, ben écoute, c'est sûr que ça dépend toujours là, dans quelle discipline. Là. En cross-country, je pense que ça... T'aurais pu avoir un vélo d'il y a 25 ans, une brute qui roule là-dessus aujourd'hui sur un cadre rigide qui probablement performerait encore super bien, mais dans les double suspension, c'est une autre game totalement. Là, puis je me rappelle d'avoir couru avec le San Andreas, puis je repense à ça. C'était une canisse, là. il attirait les regards, puis il était super, tu sais, tu le voyais de loin, il était vraiment impressionnant, là, mais c'est l'angle de je direction. repense à ça aujourd'hui, là, c'était pas du tout performant, là. Les mots du break pas saignables, hein? Tu faisais une demi-descente du Mont-Saint-Anne avant que ça arrête de fonctionner, fait avec ton élastomère comme choc arrière, que tu devais avoir un quart de pouce au maximum, tu pédalais, puis la façon que ton triangle arrière, ben, c'était pas un triangle arrière, mais ton bras arrière, ton swing arm, ben, il devenait rigide à cause de sa forme, de sa configuration. Fait que, non, c'est sûr que là, tu rembarques, puis c'était un peu... Moi, quand je l'ai fait, le saut, là, j'ai arrêté presque 10 ans de faire du vélo plus sérieusement. Fait que, à un moment donné, j'ai changé de bicycle, j'ai rembarqué là-dedans. Sur du 29? Ouh! Puis là, je fais puis ça m'a comme fait... OK, c'est comme je recommence un nouveau sport que je connaissais pas. Évidemment, avec les centres de vélo de montagne aussi, que nous autres, dans le temps, c'était juste des tracks de 4 roues qu'on faisait. Là, on découvrait des sentiers qui étaient aménagés par des chemins forestiers ou des chasseurs, des choses comme ça. Fait des sauts d'aller dans des nouveaux centres avec des vélos performants, ben écoute, sans nommer le mien, mais je veux dire, mon Scott Genius, c'est malade, justement. Avoir eu ça il y a 30 ans, c'est pas la même game, c'est certain, là. C'est la course de cross-country ou downhill que t'as faite? Ben, écoute, ça, c'est intéressant comme question parce que là, je peux te retourner dans mes vieux souvenirs. Là. Quand j'ai commencé, tu te posais pas cette question-là. Tout le monde faisait tout. Tu partais pour un week-end de vélo. C'était le même bike pour les deux. C'était le même bike. T'avais pas de choc, t'avais pas de pédale à clip. Boubou, il mettait un gilet à manche longue là, pour les downhill, c'est tout. Ben, les jerseys, ça existait à peine. Là. Je me rappelle, notre équipe, on était dans les premiers à mettre des jerseys. La première équipe que j'ai partie, puis c'était l'équipe du pédalier. J'avais pas ma boutique encore. Là. On disait, hey, on starte une équipe tant qu'à faire de la course. Moi, j'avais ma Disco Mobile, compagnie de sonorisation. Fait que j'avais un beau panel rouge que j'avais acheté à l'Université Laval, usagé. Puis on faisait le week-end nos gigs de sono puis de party avec ça. Puis c'est là que j'étais allé voir Serge au pédalier. Puis j'ai dit, crème, nous autres, on fait des courses des fois la fin de semaine. Ça te tente-tu de nous commanditer? Ben oui, nous payaient nos courses, ça. Fait qu'on avait un beau T-shirt blanc. Avant la course là, qui était blanc, là, marqué équipe de course, le pédalier, tu sais, ça. Mais c'était un bicycle, là, c'est tout. Tu allais au Mont-Saint-Anne, puis tu avais une course que le premier arrivait en haut, puis après ça, tu avais une course premier arrivait en bas. Puis c'était comme ça. Tu montais pas en gondole, tu montais en bicycle, puis c'était ta course, où on allait dans le parc des Jardins, puis une journée, on faisait une ascension, puis le lendemain, ben, on faisait le tour d'un lac, là, un sentier quelconque. Puis c'était ça. Mais tout le monde faisait tout, là. Tu te posais pas de questions. Puis les pros avec les amateurs. 92, moi, j'ai fait une Coupe du Monde à Sainte-Anne-Grundig, là. Puis on était 80 au départ. 82, je pense. C'était Québec, Canada, World Cup, tout le monde, là, quasiment en ordre alphabétique. Puis c'était le même trajet. Puis il y avait des bouts de downhill dans le chemin d'accès. Ouais. Mais oui. Puis là, les gens pognaient genre 90 km/h. Fait que c'était ça le trip, nous autres, c'est le plus vite possible dans Gravel. En cantilever. Sans mourir en cantilever avec des 26 1.9. Avec des cale-pieds. Avec des cale-pieds. puis 3 guerres en avant, la chaîne, elle se promenait en titi, là. Fait que quand tu rentrais dans le sous-bois, ben là, t'étais pas mort, là, t'étais fier de toi. Puis... Mais c'est ça. Mais tranquillement, ça s'est spécialisé. Là, t'as la suspension qui est arrivée, des vélos un petit peu plus conçus pour la descente. Là. On parle des années à John Tomac, tout ça. Là, puis, fait que à un moment donné,
donné, t'avais le John Tomac, justement, qui faisait toutes les courses, mais il était un des seuls. Mais là, ça s'est vraiment spécialisé. Fait qu'à un moment donné, ben là, ça te prenait un gros bike pour la descente, un gros bike pour le cross-country. Fait que tranquillement, le monde qui commençait le vélo de montagne, mais choisissait leur discipline. Là. Ben, moi, j'étais de la vieille école. Fait qu'on essayait de survivre là-dedans. Mais à un moment donné, les horaires, ça fonctionnait même plus. Fait que je me rappelle qu'il y a des années qu'on va faire un petit peu plus de downhill parce qu'on n'a pas fait grand-chose cet hiver. Puis pas dénigré, là, mais disons qu'on n'était pas fit ready pour faire du cross-country. Puis d'autres années, mais je dirais que mon dada, ça veut beaucoup plus le cross-country parce que c'est une question, moi, j'ai tout aimé ça, partir en vélo de chez nous, puis tu te rends jusqu'au trail en vélo, puis rendu au trail, en tout cas, tu pars un 3-4 heures. C'est pas la même chose, mais j'adore la descente, j'ai toujours adoré, mais c'est deux sports différents. Là. Pour moi, là, c'est deux choses complètement distinctes. Là. On se prépare un peu, tu sais, avant de rencontrer du monde. Puis j'ai googlé cette semaine, tu sais, ton nom avec vélo à côté, des trucs. Puis j'ai retrouvé des vieux résultats de course sur Canadian Cyclist. Plein de résultats fin des années 90, là, peut-être dans ce coin-là. Mais tu sais, les années 90, puis Internet, là, c'était pas des grosses pages Internet. Fait que c'est des listes de gens avec des résultats, mais t'as aucune idée. Mais là, tu le confirmes, t'as aucune idée si c'est du downhill, du cross-country. Ouais. Vélo. Plein de noms. Ouais, non, c'est ça. C'était comme. Il y avait vraiment full résultat, là. C'est ça qui sortait, là, tu sais. Ah ouais, puis il faut dire, à l'époque, oui, hey, quelqu'un me disait, ouais, je me rappelle, t'as fait un podium élite en descente. Ouais, mais tu sais, on était 5. Les deux qui avaient tombé, les deux qui sont pas plantés, ou les trois qui sont pas plantés. Ouais. Moi, au contraire, j'aimais plus le downhill. Tu sais, Boubou est un gars plus en forme que moi. Puis j'ai toujours été abonné à Sainte-Anne. J'ai toujours pris le billet de saison downhill, ou à peu près. Là. Peut-être que j'ai fait une pause pendant quelques années, là, au tournant des années 2000, en fait, quand ma fille est née. Des fois, on roule moins quand on a des enfants. Mais j'ai toujours eu une affection envers le Mont-Sainte-Anne, particulièrement les pistes intermédiaires. Tu sais, moi, la World Cup, je me tiens pas là. Toi, c'est le Vietnam. Vietnam, j'aime bien la Grisante, la Tordue, c'est ce secteur-là. D'ailleurs, la Tordue, cette année, wow, je sais pas si vous l'avez roulé là, en fin de saison. Pas là. cette année. Hein. Assurément, la plus belle piste qui a jamais été faite à Sainte-Anne. Là. Vraiment un beau défi. Mais quand même plus safe que ce qu'on a connu. Mont-Sainte-Anne, ça a toujours été reconnu comme étant une montagne assez chienne, assez pas fine. Moi, je me souviens d'être revenu de Whistler, là, l'ego gonflé au bout, là, puis de m'être planté au Mont-Sainte-Anne, de m'être fait rappeler à l'ordre par ma montagne, par Sainte-Anne, parce que c'est sûr qu'à Sainte-Anne, les roches sont nos amis, les racines aussi. Il n'y a pas de jump. Fait que, tu sais, c'est pas... tu sais, à Whistler, le gars, il m'avait dit, avec qui je roulais, là, tu vas voir, c'est vraiment technique. Là. Je fais OK, puis là, je t'ai préparé mentalement, puis là, il dit, puis, je dis, c'est quand? Il dit, c'était là. Fait que là, je fais OK. Puis là, après ça, on faisait des jumps, mais tu sais, je me faisais dépasser par des filles, là, je veux dire, puis des kids de 13 ans. Fait que c'est sûr qu'à Sainte-Anne, on a une tradition de vélo de montagne un peu archaïque, je te dirais. Là. Mais les premières vraies descentes ou les premiers parcours vraiment techniques à Sainte-Anne de descente, je me rappelle, parce qu'au début, c'était juste la voie d'accès que tu descendais pratiquement, puis après ça, c'était du cross-country style Vietnam. C'est quand on s'est mis à essayer de trouver des nouveaux défis, puis on attendait qu'il soit 4-5 heures le samedi, puis on descendait la piétonnière en vélo, puis c'était pas des vélos super performants. Non, plus, là, on attendait qu'il n'y ait pas trop de piétons, puis là, on se tapait ça en mode survie là-dedans. Puis là, à un moment donné, la Coupe du Monde, les parcours de Coupe du Monde de descente, ils ont évolué un petit peu aussi. Puis ils ont emprunté des trails. Mais tu sais, quand je suis allé, moi, ça faisait des années que je n'étais pas allé à la Coupe du Monde. J'étais allé cette année, j'étais surpris. Je me suis dit, crime, ça passe pas mal aux mêmes places qu'il y a 20 ans. Là. Ben, ça passe même dans Buccal. Tu sais, la gang de Mont-Vélo, nous, on était dans les premiers à faire des pistes au Mont-Sainte-Anne d'une façon là, pas vraiment autorisée, mais la Buccal, c'est la 2. La Tac-Tac-Tac, ils ont gardé le nom. L'Inuc, ben, c'était la CUNY. Hein, ils ont inversé les syllabes. Puis il y a tout le land aussi des pistes là, qu'on n'a pas le droit de vous parler de ça, mais tu sais, c'est la Staying Alive, la De Kessé. C'est tout c'était vraiment la gang de Mont-Vélo. Nous, on diguait, on était contents. Puis, tu sais, le trail building, c'était pas vraiment la mode. Fait que des fois, on avait raison. Des fois, on a fait des trails. Tu sais, 1837, c'était un beau projet. Alain Tanguay, Charles Sexton, tout le monde avait mis l'épaule à la roue, Yann Dufresne. Mais la passe du portugais, je veux dire, ça se roule pas. Là, je veux dire, peut-être qu'on prenait trop de biscuits. Là. Peut-être qu'on était trop mêlés. T'étais abonné comment de saison à Sainte-Anne? Depuis les années 90, à peu près 91-92, je dirais. Là, au début, c'était flou. Puis après ça, ben, ils ont eu des vrais billets de saison. Puis,
Tu as eu la chance de t'animer la Coupe du Monde, je me rappelle. Je sais pas, c'était une saison ou une coupe moi, de saison? Il me semble que... Au fil des années, on m'a octroyé des espèces de tâches, en fait. Là, j'ai travaillé avec des équipes de télé allemandes, travaillé pour TVA, pour Radio-Can, pour Vox, pour tous les diffuseurs en lien avec la Coupe du Monde. Tu sais, j'ai fait du bénévolat, je suis allé porter des sandwichs dans la montagne au Marshall, mais tu sais, j'ai fait aussi le commentaire. La dernière fois qu'il y a eu les championnats du monde de vélo ici à Sainte-Anne, il y avait les premiers championnats du monde de vélo électrique. Fait que j'étais le commentateur. C'est moi parce que je vendais des bikes électriques chez Dessars, fait que j'avais une petite idée de ce que je parlais. Mais c'est ça, j'ai toujours été impliqué là, dans ce processus-là avec Patrice Drouin, toute la gang de Gestev, Chantal Lachance. Fait que j'ai vécu des beaux moments là. J'étais là des fois avec des athlètes je passais ma journée avec eux autres. C'était vraiment j'étais vraiment privilégié, on va dire ça comme ça. Steve Smith, quelle gentille personne, un gars généreux. C'est correct, j'ai-tu répondu comme fois à tes questions? Oui, Steve, c'est parfait. Tu veux pas qu'on reprenne? Non, ça va, merci beaucoup. Ils sont pas tous comme ça, là. T'as-tu une couple de t-shirts là, avec des signatures de monde? Ouais. Moi, j'ai des t-shirts pas nécessairement signés, mais comme l'autre Bobo, là, dans les dernières fois qu'on s'est vu, m'a donné un vieux t-shirt Richie que j'ai gardé. Là, fait que j'ai des t-shirts de mon vélo, des t-shirts Balfa, des t-shirts de Manitou, là, quand ils ont fait leur première fourche rouge. J'en ai plein. Là, j'ai une belle collection de trucs en lien avec l'histoire du vélo de montagne. Puis le premier objet aussi officiellement de Balfa qui a été commercialisé, c'est un truc pour éliminer les chain socks. Fait qu'on vendait ça, une espèce de module machiné en aluminium avec tapé dessus le mot Balfa. Puis j'ai demandé à Fred Mona puis à Jérôme Roy, puis il me disait c'est le premier item officiellement Balfa qui a été commercialisé. Puis fait que il y a moyen de s'amuser. Il est en compétition avec Liken. Ouais, il faisait la même chose. Ouais, j'ai un Brake Booster chez nous, Liken encore. Les Brake Boosters. Oui, je m'en rappelle. Ça prend ça, les gars. Les freins étaient trop puissants. C'était tellement hot, un Brake Booster. C'est drôle. Ça, le monde mettait ça en trial, justement, après aussi. Là. Ah ouais, c'est capoté. C'est drôle, Balfa, t'avais ça sur ta photo aussi, là, mais comment qu'eux autres avaient comme l'air un peu en avant de leur temps, totalement. Peu dans leur truc. Là. Ouais. Ça serait une bonne gang, ça, aller chercher pour... Puis Boubou était pilote d'essai, c'est le premier beau bonhomme qui a été soudé. C'est à cause de toi, c'est beau bonhomme? En fait, parce qu'on avait le Wally-Bolly, puis je le trouvais intéressant, puis on parlait de triangle arrière unifié, puis j'ai dit c'est le fun, sauf que c'est pas un bike de descente, puis là, on s'était comme... tout le monde avait fait une drôle de face. Je dis, oui, ton pivot, s'il est en avant, ça travaille pas de la même façon. C'est intéressant en cross-country. Faut être assis pour que ça choque. C'est ça. Sauf que moi, je verrais un pivot beaucoup plus rapproché pour avoir de quoi de performance. C'est là qu'il avait sorti le beau bonhomme. Puis on l'avait testé. Puis et on l'avait fait exploser. Le premier, on l'avait appelé le vaisseau mère. Puis c'était le bac à Boubou. Boubou faisait des courses avec ça. Ouais, alors je me pratiquais dans le parcours de la Coupe du Monde, une journée quelconque. Puis il avait construit un ditch qu'il fallait sauter par-dessus, mais il n'avait pas construit le saut encore. Je ne l'ai pas vu arriver. Fait que je me suis ramassé 20 pieds plus loin avec un guidon dans les mains, avec des câbles qui tiraient le derrière de mon vélo. Puis avec, justement, je me rappelle très bien Patrice Drouin qui me regardait. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, le parcours n'est pas prêt. J'ai dit, laisse-moi essayer de voir si je suis encore vivant, premièrement. La photo que tu vois, là, on est les deux ensemble, Eric et moi. C'est la fois que j'ai cassé mon Woolly-Boully, justement. Je pense au Mont-Castor. Il y avait des downhill régionales dans le temps. Au Castor? Oui. Base militaire. Ah ben oui, t'as ta fourche avec ton bout de frame dessus. J'avais pas vu tantôt. J'ai ma fourche de downhill. Tu reconnais la première Judy de downhill. Je reconnais le downhill dans cette fourche. Judy DH à 2,5 pouces de débattement. Puis le vélo avait sectionné vraiment au jeu de direction. J'ai même des marques dans le visage. Là. Évidemment, nous autres, on roulait pas avec des full face là, dans le temps. Puis, mais ça arrivait, les vélos, des fois, ils étaient moins solides que nous, je pense. À l'époque, du moins. Ouais, non, c'est sûr qu'ils mangeaient des claques. Là. Je suis surpris d'ailleurs qu'il n'y en a pas plus que ça qui pète aujourd'hui. Il faut croire que c'est ça. Là, ça a vraiment évolué parce qu'ils en mangent des volets aujourd'hui. Tu regardes ce que le monde font avec. Là, Mais je pense que le carbone fissure aujourd'hui, mais il ne casse pas. Parce que des fissurés carbone, c'est pas rare. Là, qui remplacent avant. Le monde en l'avant, il le voit. Là, mais de l'aluminium là, qui cassait notre fret sec. Là, ouais, c'est clair.
Toi, Eric, t'es encore dans le sport pas mal là. Même sans, je te vois là, partir avec ta vanne un peu partout. Là. C'est quoi tu fais au juste? Je suis représentant. Fait que quand je disais tantôt là, que ma job étant propriétaire de la boutique pendant 10 ans, ça m'a aidé toute ma vie. Ben, j'ai eu des représentants qui sont venus me vendre leur salade pendant 10 ans de temps. Fait que la journée qu'on m'a offert de faire ce travail-là, j'ai trouvé ça intéressant, puis je me dis, si je le fais, je vais essayer de me rappeler ceux que j'appréciais, puis ceux que j'appréciais moins, puis je vais m'arranger pour être du bon côté, si on veut. Fait que, je suis rep depuis une quinzaine d'années avec Charles Ostigui, qui est lui aussi beaucoup dans le vélo. Ouais, okay. Donc, pour le groupe Ostigui. Puis t'es pas le groupe Ostigui, j'avais même pas réalisé ça. Ouais. Fait que, c'est ça. Là, on a Parley, Eureka, Jetboil, mais on a aussi 3 compagnies de kayak, compagnie de pagaie, veste de sauvetage, Mustang Survival, donc beaucoup de compagnies. Puis moi, je m'occupe de tout ce qui est nautique. Fait que François nous en a parlé, là. J'ai fait beaucoup de rafting, mais je suis un amateur de rivière depuis que je suis tout petit. Canot à glace aussi, Boubou est très impliqué dans le canot à glace, là, la course du carnaval, puis toutes les autres courses aussi en province. Ouais, je vais être sur le fleuve demain matin d'ailleurs. Fait que tout ce qui est eau, tout ce qui touche à l'eau, j'adore ça. J'ai toujours apprécié la rivière. Je suis allé familial et sur le bord de la Jacques-Cartier, puis on fait des expéditions en famille. Mais ceci dit, c'est ça, là, tout ce qui est l'aspect, toutes les compagnies qui ont rapport au sport de pagaie, c'est moi qui m'en charge pour toute l'Est du Canada. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelques années, 6-7 ans, j'étais un peu tanné de faire les hôtels, de louer un camion pour transporter mes échantillons, puis d'aller au restaurant. J'ai eu le terme, là, mais van life, là, fait que je me suis acheté un van life avant le mot. Fait que je me suis acheté un van, tu sais, c'est déjà quand même mon 3e, là. Mon premier véhicule, comme je disais tantôt, là, c'était un Econoline que j'avais aménagé. Ensuite rouge. Le noir. Après ça, un Camp Wagon. Fait que je suis retourné à mes anciens amours pour être autonome. Fait que quand je pars en tournée, j'ai mon vélo, j'ai mes bateaux avec moi, j'ai mon lit, j'ai ma cuisine, tout était avec moi. Fait que je suis autonome quand je termine ma journée, que je sois en Ontario, n'importe où, Trail Fork, ou la trail. Puis on continue la journée à ce moment-là. Là. Après le secondaire, Boubou est devenu un guide, entre autres, de rafting, on va dire comme ça. Là. Ouais. Moi, je ne l'étais pas. L'eau m'attire beaucoup moins qu'Éric. Mais j'ai quand même... il faisait des fois des rides là, pour les chummés, puis il nous invitait du rafting, j'en ai fait avec lui. Mais surtout, la luge d'eau. Quelque chose qui n'a pas vraiment existé longtemps, que tu nous avais fait découvrir à l'époque. C'est une espèce de frame en fibre de verre, je pense, avec une petite fenêtre comme ça. Puis on descendait les rapides avec des palmes. Ça avait quelque chose du vélo de montagne un peu. C'était pas un sport, je dirais, là, pour tous. Il y a Village Vacances Valcartier qui, par la suite, parce qu'il faut retourner un petit peu, là. À l'époque, moi, j'ai travaillé par Nouveau Monde Rafting. Ouais, luge d'eau, quand même. Eux autres, ils étaient commencés à Montréal sur la Rivière-Rouge. Ils sont toujours là, d'ailleurs. Ils avaient ouvert une branche à Québec. Tout devant, là, tout le monde connaît Excursion Jacques-Cartier. C'était comme les voisins et les pires ennemis du monde aussi, il faut le dire, là. Et à un moment donné, il avait rentré ça là, comme produit supplémentaire au rafting, des luges d'eau. À la suite, qu'un ami à moi avait rapporté ça d'Europe. Il appelait ça aussi des boogie boards. C'est un autre terme qu'il utilisait, là, mais bon, pour certains, des boogie boards, c'est autre chose. Et c'est ça, on a décidé de commercialiser ça puis de descendre des clients. Puis après ça, c'est le Village Vacances Valcartier qui a acheté Nouveau Monde. Puis ils ont eu ce produit-là pendant plusieurs années. Mais c'est sûr que c'est pas un produit, si on veut... C'est pas inclusif. C'est pas à volume. Parce que tu descends. C'est pas long, c'est une là. petite planche. Imagine-toi une petite planche de surf à plat ventre dessus avec des poignées. 2 poignées. Les jambes dans le vide. Tu mets ton wetsuit, puis tu descends les mêmes rapides que les autres descendent en raft. Donc, tu sais, tes yeux sont à la hauteur là, des rapides. Fait que c'est pas évident. C'est pas fait pour tout le monde. C'est un beau challenge. Puis tu peux pas descendre 200 personnes comme ça. Là. Tu sais, souvent, c'est des groupes, là, 1-2 guides pour 6-7 clients. Il y a moyen de se frapper le ventre puis de se poigner une chenille d'une pierre. Là. Faut pas que ça soit trop haut. Faut pas que le niveau d'eau soit trop bas. Fait qu'aujourd'hui, je sais pas si à certains endroits, il offre encore ça, là, mais c'est un super beau sport. Là. C'est vraiment intéressant. Puis c'est simple. Tu mets ça dans ton coffre de petite voiture puis t'es parti. Là. Mais c'est ça. C'est pas quelque chose qui a été très, très, très populaire, mais moi, j'ai passé bien du bon temps là-dessus, c'est clair. Là. On dirait que moi, je me vois pas embarquer sur une affaire de même. On dirait que moi, Pilo, pas super. On est deux. Moi, j'écoute ça, ça me fait peur. Là. Je suis comme, hey, ça va mal finir. Mais c'était le début des sports extrêmes, en guillemets. Je sais que c'est un peu, ce mot-là est galvaudé, sport extrême, tu sais. Mais les années 90,
les X que nous étions à l'époque et que nous sommes toujours, on inventait des nouveaux sports. Il y avait des choses, on a rejeté des trucs, c'est pas tout qui est resté, mais la luge d'eau, j'en garde un bon souvenir. Le vélo de montagne est devenu quelque chose, en fait, que je pensais pas que ça deviendrait aussi familial et inclusif. On arrive ici à E47, des familles, tu sais, en pick-up, les enfants, tout le monde est équipé, tout le monde est bien en Fox, tout le monde a des suspensions, des freins à disque, tout le monde est heureux, en fait. À l'époque, nous, le vélo de montagne, c'était des gars, puis quelques filles, là, mais c'était un sport beaucoup plus de niche, alors que maintenant, c'est devenu complètement un sport pour tous. Une dizaine d'années, ça a changé. Là. Juste quand on coachait, quand on était jeune, puis dans les clubs, dans les courses, c'était encore ça. Là. Il y avait des filles qui étaient là, mais ils n'étaient pas nombreuses. Le côté familial de la chose, on voyait pas tant de petites familles faire du bike. Là. Jamais. Là. Une belle affaire. Alors, c'est impressionnant à voir maintenant, là, tous les jeunes qui en font. Là, c'est beau. Mais c'est ça, on commençait, il n'y a pas de carte, peut-être tu partais à l'aventure, tu avais une chance sur 2 de te perdre, tu savais pas où c'est que tu t'en allais, tu t'amenais une coupe de bar parce que tu savais pas quand est-ce que ta journée allait finir. Pas de cellulaire, là, on partait à l'aveuglette. En même temps qu'on partait avec des outils et un tube avec nous autres, parce que moi, personnellement, j'entraîne jamais. Moi, j'entraîne encore, par exemple. Ouais. Trop eu de bad luck souvent. Moi, je marche. À ce temps, je marche. Ouais. Moi, François, je t'écoute avec ton background. Là, oui. Qu'est-ce qui fait tout ce milieu de médias-là, mais à travers ça, une boutique de vélo? Qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer dans une boutique? En fait, les médias à Québec, c'est quand même un territoire assez balisé. Quand tu as fait le tour du jardin, à un moment donné, tu le sens que tu es une personne non grata, au sens que t'es plus nécessaire. J'avais fait un beau tour du jardin, 9 ans, Énergie, Journal Voir pendant presque une décennie. Puis là, ben c'est sûr que le journalisme écrit, c'était moins évident là, à une certaine époque, 2010, 2008. Il y avait de moins en moins de journaux imprimés. Ça commençait, en fait. Puis j'avais travaillé pour à peu près toutes les radios de Québec. Puis j'avais fait le tour. Puis j'avais le goût peut-être de vivre autre chose. Et là est arrivée l'idée de s'associer avec Rémi et Stéphane pour faire renaître l'Essor Bicycle. Moi, j'avais acheté mon premier vélo chez l'Essor Bicycle. J'ai une photo. J'ai 4 ans. Mon père travaillait à Radio-Canada juste en face ou à peu près. Puis je sors avec mon CCM 16 pouces, avec toute la fierté qu'on peut avoir là, quand on a cet âge-là. Fait que moi, le vélo, ça a toujours été synonyme de liberté, d'accomplissement, de vie personnelle, entre guillemets. Puis ça me permettait de faire autre chose. Fait que quand je me suis retrouvé à ne plus être vraiment désirable en radio, j'ai dit, je vais me revirer. Ma deuxième passion, c'est quoi? C'est le bike. Puis ça s'est passé quand même assez bien là, pendant les années qu'on était là. On a bien fait les choses. On a ramené la boutique à un niveau formidable. Et puis Mathieu a repris la business. J'étais très fier de voir que ça continuait. Puis que les frères Lessard qui ont fondé Lessard en 55, ben, il y avait Pierre Daigle par la suite qui avait repris. Puis ben, on a fait notre petit bout. Fait que j'aimais bien ça. Puis à un moment donné, ben, il est arrivé la crise de COVID à marde. Puis on s'est retrouvés un peu tous à se questionner sur qu'est-ce qu'on fait. Puis moi, ben, j'avais fait un peu le tour du jardin au sens que Lessard Bicycle, je venais de faire 8 ans. Puis Rémi-Claude Pelletier était cédé dans la dernière année donc paie son âme, mais ma motivation était moins importante, puis mes tâches ont augmenté beaucoup. Fait que l'opportunité de vendre, ça arrive des fois. Boubou l'a vécu avec mon vélo. Fait que c'est ça, je me suis reviré de bord, puis j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire le plus? Dans cette COVID-là, on avait l'opportunité de faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire que c'était comme un peu un call browse, puis j'ai dit, j'aimerais ça être journaliste à Radio X, pas en art, pas aux arts comme je l'avais fait, en politique, principalement municipale. Ça m'a toujours intéressé. Puis à Radio X, ils m'ont dit, on croit pas vraiment à tes possibilités, tes capacités. On te donne 3 mois pour faire ta place. Puis au premier point de presse national, François Legault m'a fait une fleur. En fait, il m'a dit, je vous aime pas bien, vous, monsieur Radio X. C'était toi, ça. Je m'en rappelle très bien. À ce moment-là, je suis devenu comme une espèce de martyr. C'est-à-dire, tout le monde me disait, hey, pas vraiment fin, hein, François Legault avec toi. Puis c'était pas si pire, je veux dire, mais mon personnage est devenu quelque chose que les gens... Ça a été un fait marquant. Ça a bien starté. Ça a bien starté, puis ben là, j'ai signé, puis après ça, ça fait 3 ans. Ça fait déjà 3 ans que je suis... J'ai pas pensé de faire des t-shirts avec cette phrase célèbre-là. On va dire que la station pour laquelle je travaille a beaucoup misé là-dessus en répétant ces paroles-là du premier ministre. Mais c'est ça, j'ai réussi à faire ma place, puis pour l'instant, j'adore ça.
Puis tu as été dans la période l'essor bicycle, les 2 boutiques, là. Tu sais, il y avait... Non? C'était Pierre juste, Bertrand. on avait juste Pierre Bertrand. Ben nous, on avait l'opportunité d'aussi acquérir Lévis et Pierre Bertrand, mais c'est sûr qu'on a fait le choix. Là, il suffisait d'avoir une petite calculette pour comprendre que c'était le magasin de Sainte-Foy qui était une belle occasion pour nous. Puis Rémi Claude, qui était le chef mécano aussi chez Lessard, c'était quand même le filleul de Pierre qui avait eu un grave accident et qui devait à ce moment-là se départir du magasin. Donc il y avait comme une continuité. Mais Pierre Bertrand, c'est après Pierre Bertrand. Ouais. Pierre Bertrand, je ouais. le sentais moins. On a tout de suite compris qu'on allait se concentrer sur un seul magasin. Puis je pense que c'est ce qui avait peut-être un peu aussi nuit à l'essor d'avoir 3 magasins à une certaine époque. Mais il y avait aussi l'essor quand il était un seul magasin, c'était sur Route de l'Église à l'époque. Puis c'est là que Stank, Jean-Philippe, lui avec qui j'ai ouvert mon vélo, c'est là qu'il a fait ses premières armes aussi. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est pas long que tu fais le tour des shops à Québec. C'est comme les radios. Mais quand t'as acheté, c'était sur Versant-Nord? Oui, mais en fait... La boutique de Sainte-Foy avait déjà déménagé sur C'est ça, donc celle qui était sur 4 Bourgeois, ou à peu près, là. Puis ça a été même sur la rue de l'Église, à 2 ou 3 endroits. Ça a été dans le local du Mondial, ça a été dans le local en tout cas, d'autres locaux. Puis, à un moment donné, Pierre Daigle avait décidé de relocaliser l'essor bicycle sur le boulevard du Versant-Nord en prétextant qu'il allait avoir du parking. C'était entre 2 autoroutes. C'était un endroit facile pour déposer son vélo puis repartir vite. Ce qui n'était pas le cas sur 4 Bourgeois. Petit parking, un petit peu pogné, là, dans ce secteur-là. Puis, ça s'est avéré un bon choix parce que les gens ont apprécié cette localisation-là à côté de Sainte-Foy Toyota. Et puis, on avait de la place, de l'entrepôt, on fait entreposer les vélos de nos clients, puis du parking en masse. Puis, on avait du barbecue une fois de temps en temps aussi, avec des petits plateaux de viande qui nous arrivaient dans oui, parce que nos voisins, c'était Barbecue Québec, puis il était meilleur pour faire cuire de la viande qu'à peu près tout le monde chez Lessard. Rémi était bon maintenant. Oui. Il nous faisait des déjeuners le matin, ça c'était drôle. On arrivait à travailler, puis là, c'était parti des déjeuners dehors, là, dans le kit, là, puis on arrivait avec un déjeuner inclus en plus. Ça. Ah oui, belle période vraiment. Non, mais tu as décidé de vendre COVID. C'est comme je vends puis je retourne à mes anciens amours. Donc. Un peu, oui, mais c'est ça. La trêve était faite. J'étais allé chercher une autre expérience. Mon rêve d'être bike shop owner, là, comme Boubou l'avait vécu plus tôt, je l'avais comme un peu réalisé. Puis ma fille est arrivée au cégep. Il y avait plein d'enjeux comme ça. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je m'étais séparé aussi. Là, dans l'équation, il y avait tout ça. Donc je m'étais dit vraiment, là, qu'est-ce que j'ai le plus le goût de faire? T'sais, c'était clairement pas avoir un autre bike shop. Puis, c'est ça. Retourner aux médias, moi, j'ai toujours trippé médias. J'ai commencé dans les médias en 1979. J'étais chroniqueur avec Robert Gillet dans une émission qui s'appelait Gillet pur laine. Fait que j'étais le chroniqueur enfant. Il y avait une marionnette entre nous deux, gigot, puis je faisais des chroniques. Qu'est-ce que tu fais avec 10$ pour la fête des mères? Puis je faisais des jokes. T'as quel âge? 9. Aïe, aïe. Ah ouais? OK. Hey, on peut vous poser des questions, vous autres aussi? Ah oui! C'est quoi vos premiers vélos de montagne? Moi, c'était... J'hésite entre un Brody. T'as quel âge, toi, Gab? 37. Je pense que c'était un... Lui, je suis comme plus certain, mais je me rappelle très bien dans mes premiers, c'était un Oryx équipe 2000 en chromoly. Il n'avait pas cassé parce que tous les autres Oryx avaient cassé. C'était chez Lessard. C'était un DBS. C'est un DBS, c'est ça, Direct Brazing System. Ouais, exact. On pense de ça ou on pense à notre Trabos. Un terme très beau, ça, DBS. Oh my God. Je pense que c'était ça. J'ai eu 2-3 Oryx au début, mais avec des HTA après. Là. Ouais. C'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, c'était quoi son nom? Pierre-Luc qui travaille chez... aujourd'hui, il travaille pour du Proprio. Ouais. Dubois. Non. Dumas. Hey, là, c'est plate de chercher un nom. Puis pas leur Pierre-Luc, appelle-nous. C'est parce que notre mère, la mère à Pierre-Luc puis notre mère ont travaillé ensemble longtemps, puis c'était le contact qu'on avait, puis c'est de même qu'on a rentré, je pense, dans le monde, en tout cas, toi, pour ton Mais Pierre-Luc était là quand c'était sur Route de l'Église. Sur Route de l'Église, c'est là que j'avais acheté mon premier bike. 4 Bourgeois. Ouais, exact. Mais je pense que c'est ça. Là-bas, c'était l'équipe 2000 parce qu'il m'avait fait un montage spécial avec un frame d'un autre, là, puis ci, puis ça. Le Brody, moi, c'était j'étais bien excité que ça. Ouais, le Brody, ça devait être... Ça existe encore, Brody? Oui. Non, j'en vois jamais. Non, pas ici. Ouais, mais moi, j'arrive d'un voyage en Europe, puis j'en ai vu, mais tu sais, je pense que c'est plus du tout la même gamme, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Un peu comme Schwinn, dans le temps, avait switché vers du... The Curve, ça existe encore? Oh boy, là, bonne question. Hey, on vendait ça chez mon vélo. The Curve. Curve, K-E-R-F. Ouais, c'était des vélos là, d'une précision en chromo. Le chainstay arrière, c'était d'une beauté. Juste du chromo. Ouais. Oh, boy. Rigide, 26.
Toi, t'en souviens, c'est quoi ton premier? Ouais, c'était un Trek 7000, couleur or. Puis j'ai un chum qui m'en a envoyé un il y a pas longtemps. Il y en avait un à vendre sur Marketplace. Pareil comme celui que j'avais. Puis tu parlais d'espace. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé ça, puis j'ai fait, hey, faut que je la jette, là. C'était comme 200$, là, tu sais, Ouais, c'est pas aujourd'hui. cher, hein? Là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, là. Je peux pas stocker un 6-7e vélo dans la maison. Ben, là, tu sais. en tout cas, moi, je l'aurais fait. Imagine, tu viens faire un petit run ici avec. Ouais. Tu sors avec ton Ça Trek m'a 5000. tenté. Il n'y a pas des runs vintage il y a des centres de vélo de montagne qui font ça une journée vintage là. Puis je sais pas, avec 47, moi je pourrais arriver avec mon Cannondale 1999 Freeride 2000. Mais c'est ça serait peut-être une avenue à emprunter. On a tous des vieux bikes, tu sais. C'est sûr qu'on fait ça. Moi, j'ai des vieux vêtements. J'ai pas de vieux bikes, par exemple. J'ai des vieux vêtements pas pire vieux. Ben avec Manu Moisan, on a fait il y a 2 ans une espèce de... À la fin de la COVID, là, une ride vintage. Puis il y avait François Soucy qui est arrivé avec un Minuteman, avec une Junior T. Puis moi, j'avais un Rocky Mountain Hammer. Mais tu sais, tout le monde avait un vieux vélo. Là, c'était le fun, ça. L'été Ouais. prochain, promis, on te fait une journée vintage. serait le fun, hein? Ben, il y a quelques semaines, je suis allé rouler avec Emmanuel Moisan, justement, au Utah. Il était fier de moi parce que j'avais mes cuissards Activa de l'époque de ma boutique que je mets encore aujourd'hui. Activa qui est un produit Norco, je pense. Michel Leblanc faisait ça il y a quelques années. Vous connaissez Michel Leblanc? Oui, beaucoup. L'entraîneur de Marilyn Prémont, entre Ouais. autres, puis Raphaël Gagné. Genre de Ouais. course. Ben, je pense que c'est plus accessible que les courses, les Naked Run, comme ils faisaient au Vermont. À une certaine époque, il y avait des courses Asto. coupe du Monde, mais la nuit, il y avait une course obscure. Les gens roulaient tout nus sur le parcours de cross-country, un tour ou deux. Il y a même des photos de Missy Giove tout nu sur un bike, là, genre avec deux, trois C'était une bières. bière autour, là. Une bière autour en plus. Peut-être même d'autres choses. Fait que on n'ira pas là, mais le bike vintage, ça pourrait être le fun. Ça serait, pour les jeunes, en fait, ça peut même être éducatif. Non, c'est vrai. Non, pour vrai, moi, je garde ça en note. C'est Quoi, sûr et t'attends certain. un dérailleur avant sur un vélo de montagne, 3 plateaux. Ok, ben vintage, faut pas aller trop loin, dans le fond, là, c'est ça. À ta minute, un guidon en triangle. Ah oui, oui, oui. Un pneu, C'était pas une ballon. option, c'était juste ça. là. C'était ça qui était Sur solide. mon premier, c'était un Fuji, puis c'était ça. Sinon, t'avais le choix avec un Cadence, t'avais Specialized qui commençait. Un genre de mais trapèze, c'était là. tout le monde avait des guidons en triangle. là. Je vais commencer mon magasinage tout de suite. Là. Moi, le plus vintage que j'ai encore, c'était des maillots de Boomski Vélo. Ouais. C'est Ouais, le- moi, j'ai tout gardé Pas mes mal maillots. plus vintage que j'ai. Les On 25 commence. dernières années, j'ai tous mes maillots de cross-country jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout Il a gardé. jamais arrêté. Fait que... Ouais. Moi, c'est encore mes maillots que je porte aujourd'hui. Ouais, faut que je les ressorte pour vrai. Je pensais à ça, c'est comme les anciens maillots du relais, là, quand il y avait les flacons de neige dessus, pis ces trucs-là. Là. Ouais, c'était drôle, ça. À un moment donné, je me promenais à Château-Richer, puis je vois un gars qui se promène, un kid. Il a un gilet, mon vélo Balfa, Daily, comment ça s'appelait donc? Pasta Daily. Pasta Daily. Je te t'as pris ça où? Pas très trop. Ouais, pas très trop. Puis même Ouais, choix mais- FM, je pense. Ouais, on avait eu choix FM. Puis là, je aussi. dis, t'as pris ça où? Il dit, c'est Marie-Hélène Prémont qui me l'a donné. J'ai dit, tu le vends-tu? Tu sais, genre, le gars de 12 ans, là. Il dit, ouais, je pourrais te l'échanger contre un gilet Fox. Puis il tripait vraiment, là, que je l'ai encore, ce gilet-là. J'ai presque la collection complète Ah des ouais, jerseys ok. de mon vélo, hein. Shit, t'as fait ça sur le champ, le voyant, ça. Ben, c'est un petit voisin, là. J'ai dit, viens chez nous, là, tu prends là ce que tu veux, je peux te donner de Ouais, parce l'argent. On va que- voir ta mère avant, là. Puis- Viens dans ma vanne échanger un maillot, ça sonne un petit Yeah. peu bizarre. Non, mais moi, je suis pas passe très. moins bien. Non, je suis pas là. Oh là là là. Qu'est-ce que j'allais dire? On a parlé de Downhill tantôt, puis tu sais, vous rappelez-vous le film québécois? Je pense que ça s'appelait 2 secondes. Ben oui, mais on a participé Ouais. à ça. Pour vrai? Ben, pas moi, mais Ça Stank. ça se faisait à Ville. C'était comme quand une des sœurs là, qui était justement aussi courrier à vélo, qui était. Ouais. Elle reprenait pas le rôle. Comédienne connue là, dans ce Ouais, temps, là, ouais, j'oublie ouais. son nom. Là. Ça te dit-tu de quoi? Ben Pas oui. en tout. Non? C'est un film auquel on avait participé d'une façon implicite parce que c'est Charlotte Laurier qui jouait Charlotte Laurier. le Merci. rôle principal. Puis elle faisait une downhilleuse, quoi qu'on avait de la difficulté. Ça à- commence, on la voit à Mammoth Mountain dans ses Au dernières start. courses, là, c'est ça. Là. Elle a fini sa carrière de coureuse dans l'île. Puis c'est une bonne comédienne. Tu sais, c'est un film de 98, mais tu sais, des fois, on voyait Charlotte Laurier qui avait de la misère à clipper sur des SPD, c'est qu'on disait, OK, c'est pas la vraie championne qu'on pense. Mais c'est un film qui avait quand même eu une certaine résonance. En tout cas, c'est sûr que pour nous, c'était un film sur le mountain bike, on tripait bien raide de voir ça. C'est l'histoire d'une fille qui, au départ d'un downhill, niaise 2 secondes avant que le chrono le chrono est parti, puis elle niaise 2 secondes avant de partir, puis elle perd sa course, puis elle perd son équipe, puis elle perd sa notoriété, puis elle se ramasse à Montréal à chercher une gear, un bloc gear.
Puis il y avait comme dans le scénario, il y avait une faille. Puis c'est Jean-Philippe Stang qui avait résolu ça. Là. Ça prenait... elle allait à l'époque, là, dans ce film-là, voir un marchand de vélo de route puis qui vendait juste du Campagnolo. Puis elle arrivait avec sa cassette Shimano. Puis elle disait, alors Shimano, avec tout le mépris qu'il pouvait donner à ça. Puis c'était Dino Tavarone qui faisait le propriétaire du magasin de vélo. Moi, je trouve que c'est un beau film avec une belle naïveté, mais c'est sûr que là, on est ailleurs. Là, c'est plus à date. Là. Pour le down, c'est parce que c'est le downhill qui m'a fait penser à ça. Ou est-ce que le downhill, c'est descendre dans un chemin ouvert? C'était chemin ouvert jusqu'en bas. Là, on faisait ça à Tremblant, on faisait ça au Mont-Saint-Anne. Saute lisse là, jusqu'en bas. Fire Road. C'est débile, ça. On a casque aéro. Ouais, je me rappelle pas du downhiller qui était, lui, justement, le skin suit, ça a été un des premiers. Thomas qui était en skin suit noir. Ouais, mais un nom, justement, là, européen, Colin. Je vous reviens avec ça. Non? Non. Mais là, vous avez dit que vous avez participé à ce film-là. Vous avez fait quoi là-dedans? Ben, on avait juste... en fait, pas nous, mais le magasin Mon Vélo avait été... il y avait comme une faille dans le scénario. Okay. Puis il fallait trouver une raison pour que la championne, qui était Charlotte Laurier, puisse, à ce moment-là, entrer dans un magasin avec une question pertinente. La personne qui avait écrit le scénario avait pas les notions techniques pour trouver une problématique qui avait une justification. Fait qu'elle arrivait avec sa cassette Shimano, puis elle disait, non, moi, je vends pas du Shimano, je vends du Campi. Mais tu sais, en downhill, du Campagnolo. Fait que c'était ça un peu le film. C'était l'histoire de deux générations, de deux mentalités, de deux sports, en fait. C'était pas ma béquille descend plus. Pouvez-vous m'aider? Hey, toi, les béquilles. Je m'ennuie de ça. J'étais très bon vendeur de béquilles. 15,99. Ça rajoute ça sa facture, là. Ça peut faire la différence. Moi, le code de la béquille, là, je m'en suis souvenu 10 ans de temps après avoir travaillé. Ouais, c'était genre 179, 6 quelque chose. Puis c'était ça, la vie sportive. Là. Béquille en alliage. Puis on en vendait tellement que par cœur, je le savais. Puis je pense qu'il y a 3-4 ans, je le savais encore. Là. C'était tellement la pire affaire, en plus, il me à installer. Moi, j'haïssais ça, là. Des béquilles? Tu sais, moi, j'ai adoré travailler dans un bike shop, mais on dirait que quand tu tombais à travailler, mettons, sur un hybride, puis là, t'allais en arrière installer la béquille ou le miroir, j'étais comme... Le radio. Qu'est-ce que je fais là, dans le fond? Ouais, tu me parles de code, ça me rappelle quelque chose de drôle. Nous autres, pour savoir c'était quoi le coûtant, parce qu'il n'y avait rien qui était rentré sur l'informatique là, dans nos choses, dans l'inventaire. Fait que tu avais le prix, mais en haut du prix, tu avais un code. Ça te donnait le cost. C'est juste, supposons que c'était 111, ça veut dire que ça avait coûté. Le cost, c'était 999. C'est toujours 10 moins ce chiffre-là. Fait que dès que tu trouvais un peu ça, il fallait pas être, disons, super perspicace pour le savoir. Tu avais les costs de tout ce qui était dans le magasin. Ben, je pense que la vie sportive, c'est encore comme ça. Pourquoi je me permets de le dire, c'est qu'il faut savoir c'est quoi le code, là, mais sur chacun des étiquettes, le code c'est là. T'sais. Donc le vendeur peut le lire mais tu sais, le code, je le dirais pas là, parce que ça serait un peu chiant pour la vie sportive, mais il est compliqué. Là, c'est pas une affaire de chiffres comme ça, mais on a des clients qui l'ont trouvé. OK. Puis pas parce qu'il y avait, ils ont allumé, là c'est rendu l'accordé, tout ça, ils ont peut-être tout changé les codes, là, mais quand c'était encore Yves Jacques là, qui était là, il y avait un code que, quand tu dis que les clients l'ont trouvé, c'est un peu malaisant. Là. On s'entend que c'est encore de même, mais ça fait combien de temps qu'on est comme plus à vie, mettons. J'étais là 2 ans aussi avant d'être le sort ensemble. Ça fait 10 ans. Ouais. Mais ça fait... je pense que ça fait 15 ans de ça. Prochaine fois, j'y vais, faut que je regarde. C'est pas les mêmes codes. Mais bon, en même temps, je veux dire, à tout moment, les clients rentraient, personne n'avait d'ordinateur dans les shops. Là. Le client rentre, il veut telle pièce. Fait que là, bon, tu sors ton livre de ce fournisseur-là. Catalogue Lambert va pas le dire. Norco, tout ça. Puis tous les prix de détail sont là. Puis moindrement, tu connaissais ça. Tu savais que tu divisais par 2 puis tu l'avais le coûtant. Là, c'était ça dans tout. Maintenant, on n'est plus là pantoute. Là. Non, ça a changé. Là. Les marges de boutique sont pas les mêmes. Là, non plus. Là. Puis la journée, moi, on avait décidé que les dérailleurs XTR, on les vendait pas au prix de... Puis XT, qu'on les vendait pas au prix du catalogue. On n'a pas besoin de faire 50% ou en tout cas doubler le prix. On s'est mis à en vendre en fou. Puis Lambert a dit, voyons, on commençait, t'en achètes tant que ça. Wow, on répare beaucoup de bicycles, là. Ouais. On avait créé notre premier site web à l'époque. Là. Hey, oui, je me souviens de ça. C'était pas un site 30. Il fallait qu'ils nous appellent pour donner le numéro de carte de crédit pour qu'on ship, là. Mais je me rappelle qu'on était très fort au Lac-Saint-Jean. Puis c'est ça. Sur le site web...
le dérailleur XT qui était à 99 détails puis qu'on le vendait à 79,99, on en vendait des boîtes de ça. Les générations 1 de XTR, là, le Grey Gun 8 vitesses, là. C'est un beau dérailleur, ça. Le Alivio d'aujourd'hui. Ça existe encore. Ouais. Je sais pas. Mais les fourchettes suspension, c'était ça aussi. C'est de même que ça avait commencé parce que il n'y avait rien de très dispendieux sur un vélo à cette époque-là. Fait que quand les fourches à suspension sont arrivées, que c'était 500-600. Manitou 2, je pense que c'était 500$ détail. Donc, le coûtant est à 250. On dit, regarde, si on vend ça à 399, on va être bien content, là, plus la pause. C'est là qu'on s'est mis à être, je pense, le numéro 1 au Canada de Manitou 2 parce qu'on était les seuls à faire ça puis à le promouvoir, tout le monde. Non, le prix qui est dans le catalogue, c'est ça que tu vends ça. Il n'y a pas de map là, pour ceux qui travaillent dans les magasins, le minimum advertised pricing. Il n'y a pas de politique. Chacun pouvait vendre ce qu'il voulait, mais en même temps, le monde, il ne magasinait pas tant que ça. Fait qu'à un moment donné, quand ils se sont réveillés, que tu avais la pulsion de sauver un 100$ sur un item dispendieux, c'est là que ça a un peu plus commencé. Parce que sinon, un magasin de vélo, ça vendait des dérailleurs à 40$, puis des rayons, puis des chambres à air. Fait que ça valait pas la peine de magasiner. Mais quand tu t'es mis quand la suspension est arrivée, ça a un petit peu changé la game. Puis Manitou, pour nous, c'était vraiment important. Je me souviens, Manitou 3, quand c'est arrivé, c'était une révolution. Manitou 5, la noire, avec le recall, puis tout, on a passé de ça. On avait même le bike Manitou. On en a vendu quelques-uns, là. Avec le triangle arrière, Qui était une fourche. Qui était une fourche un peu modifiée, on va dire ça comme ça. Puis les gens, ils arrivaient chez Mon Vélo puis ils disaient, ils n'en revenaient pas qu'on ait ça stock sur le plancher, un bike Manitou, genre à 6 000$ en 94, 96. C'était unique, en fait, comme ambiance. C'était unique comme magasin. T'allais ailleurs au Canada, t'avais pas... Tu voyais qu'il y avait des bike shops qui étaient mountain bike, mais pas autant dédiés, puis pas autant... convaincu que c'était le seul vélo valable. Oh, sweet. Je pense pas qu'on l'a dit, mais ou peut-être que je l'ai oublié, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes embarqué dans le vélo? Ça a parti d'où, ça, triper sur le bike? Cette question-là, je me l'ai fait poser souvent, puis je le sais tellement clairement comment que ça a commencé. Là. Secondaire 2. Écoute, j'allais à l'école avec un paquet de cigarettes sur l'épaule dans mon T-shirt blanc style Bryan Adams, puis avec un mohawk et une froc de cuir. Et c'est ça, j'étais pas l'élève le plus recommandable, puis on m'a remercié de mes services. Fait que je me suis ramassé dans une école plus loin. Puis, fait que prendre le bus, puis rondelet de bus qui prenait donc bien du temps. Puis là, il y avait mon grand frère, mes grands frères qui ont 10 ans de plus que moi, qu'eux autres, ils avaient tombé sur les premiers vélos d'hiver à l'époque, les Mikado qui avaient fait ça. La chaîne était protégée à l'intérieur d'un caisson d'aluminium. Après ça, écoute, il y avait juste des vitesses internes dans le moyeu arrière. C'était quand même intéressant avec des pneus un petit peu plus larges, le hybride qu'on verrait aujourd'hui. Fait que je trouvais ça cool, tu sais, mais je continuais à prendre le bus, puis maudit que j'haïssais ça. Prendre le bus, là, je capotais ben raide. Et puis là, en année, c'est ça, j'ai rencontré le jeune frère à Stank, Mini Stank. Oui. On a dit François qu'on Castonguay. avait hâte de revoir. Puis qui avait à peu près mon âge, puis son grand frère qui était Stank. Puis là, en année, je me mets à tenir avec, puis ces gars-là, c'était le début du vélo de montagne, comme je dis. Il n'y avait pas d'offre. Tu avais les cadences chez Poliquin qui eux-mêmes montaient des vélos. Mais eux autres, ils se promenaient l'hiver. Je disais, wow, OK, là t'as plus besoin là, d'être dépendant du bus. Fait que c'est là que je me suis monté, moi aussi. Je me suis acheté un vélo de montagne. Je me suis mis à me promener 12 mois par année. Puis à aller partout. Puis évidemment, j'aimais ça. J'avais des amis un peu partout. J'étais un gars assez social quand j'étais jeune. Puis monter à Capot, je monte ici. Fait que je faisais tout en vélo 12 mois par année. Puis je trouvais ça cool d'être l'autonomie. Puis tu sais... Disons on dirait qu'il y avait moins de voitures sur la route dans ce temps-là, où il était surpris, fait qu'il faisait bien attention à toi. Il n'y a pas de problématique avec les voitures du tout. Puis même s'il n'y a pas de piste cyclable officielle, mais m'emmener à te promener en bicycle tout le temps, tu te mets en forme un peu. Tu te fais inviter. C'était les premières courses aussi. Les premières qu'il y a eu, je pense que c'était à base de plein air, dans le coin de base de plein air Sainte-Foy, tout ça. C'était Patrice même à cette époque-là qui faisait. Après ça, au moins, on goûte aux premières courses de vélo. Puis là, tu t'achètes un meilleur vélo. Puis, à un moment donné, tu t'embarques là-dedans. Puis, c'est en disant le Mountain Bike Action, parce que c'était comme notre porn à nous autres. Ben oui. Wow, telle affaire. Puis, comment ça qu'il n'y a pas ça à Québec? On voyait les premières Chuck, là, on capotait. Là. Hey, des Chuck, wow, ça prend ça. Les Manitou Rock 1, je veux dire. Ouais, nous autres, c'était la Rock Chucks. Ouais, RS1. Écrit en rose dessus.
Je me rappelle très bien, là, on a reçu ça par la malle, on s'était Je pense que toi et Mini, vous étiez les deux premiers à Québec à C'est avoir moi des et Jean-Philippe. OK. On s'était fait venir ça. Les deux premiers Rock Chalks à Québec. Ouais, François, il était courrier à vélo pendant ce temps-là à Montréal. On s'était fait venir nos premières chocs. On capotait, on était donc bien fiers. Puis on se promenait, je me rappelle, sur la terrasse du frein. On descendait, on faisait toute la terrasse en partant d'en haut, les marches. On sautait les marches, on arrivait. Le monde disait, hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils comprenaient pas, là? Puis de fil en aiguille là même, là, on s'est mis à vraiment triper. Puis on a fait des voyages dans l'ouest de mountain bike. Puis maintenant, on le fait. Crime. Ça va être ma vie. Il semble la shop que nous autres, on aurait le goût d'aller, elle n'existe pas. Puis c'est que ça a tout démarré de même. De pourquoi que j'ai fait du bike, puis pourquoi que j'ai parti une shop. C'est cool. Wow. On dirait un peu par besoin, par utilité, puis c'est devenu par amour. Là. Moi, j'habitais sur la Rive-Sud, à Saint-Nicolas, puis j'avais des amis, mais tu sais, je trouvais que c'était toujours les mêmes choses qu'on faisait. À un moment donné, j'ai supplié ma mère d'acheter un bike de route, un vélo sport James Lovell Edition, là, je m'en souviens encore, c'était un beau vélo. Puis j'ai commencé à traverser le pont de Québec, aller à Sainte-Foy, aller à Québec, aller dans le... Tu sais, découvrir j'avais 13, j'avais 14. Traverser le pont de Québec à 13-14 ans, pas de casse, en cale-pied, je veux dire, tu sais, c'était... J'ai découvert un record BC sur la rue de l'Église, je suis allé m'acheter un cuissard, tu sais, c'était la première fois que je voyais cette possibilité-là. Puis ben le vélo, j'ai compris que c'était vraiment synonyme de liberté, puis synonyme aussi d'être bien tout seul. J'aime la solitude en vélo, du moins, là. Fait que ça a été un game changer, comme ils disent en franglais. Puis à ce moment-là, ben, à un moment donné, j'ai switché au mountain bike parce que c'était là que ça se passait le fun aussi, là. Mais j'aime bien le vélo de route encore beaucoup. Puis le fat bike. La trilogie, moi, c'est downhill, route, fat. C'est les 3 vélos que je pratique le plus. Puis je vois pas quand je vais arrêter quand est-ce que je vais enlever ça de mon quotidien, de ma vie. J'espère rouler jusqu'à 75 ans, tu sais. Même en downhill. Puis pour le fun, parce qu'on a un peu comme fini là-dessus avec aussi que les autres, mais comme votre trail favorite ever, de peu importe où. Tout arrive d'un voyage, là. Ouais, je me suis gâté dans le Utah. Mais pour moi, ma trail mythique, je pense que c'est une question de souvenirs qui m'a fait vraiment là, triper, vélo. Même si c'est pas techniquement ou quoi que ce soit une belle trail, c'est plus les lignes d'hydro pour faire Bois-Châtel, Mont-Saint-Anne. Pour moi, ça reste tout le temps quelque chose. Je l'ai refait avec justement mon chum Manu il y a une couple d'années. Mais c'était longtemps le parcours du Red Vélo Mag. Ouais. Pour moi, là, ça a vraiment là, une sonorité là, spéciale. Là, dire, on va faire ça. Là, c'est wow. Là, on retourne à nos roots vraiment. Là. C'était comme une longue run aussi. Là. On a fait ça souvent, ce genre de gogos-là, cette ligne d'hydro-là. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Ce qui est drôle, c'est que la mode du gravel bike là, qui est en train d'arriver. Puis moi, je suis sur des groupes de gravel bike. Puis le monde, ils font ça en ce moment, gravel bike. Fait que tu sais, le cross-country d'aventure qu'on faisait... L'ancien cross-country d'aventure est rendu dans le gravel bike. Ouais, ben, l'enduro, c'est l'ancien downhill. Oui, exact. L'enduro, c'est tellement plus facile que du downhill. Je veux dire, les caps de 40 pieds, il n'y a pas grand monde qui font ça en vélo de descente. Mais l'enduro, bon, ben, tout se fait. Non, on n'avait pas de Trailforks, de Strava, de GPS ou quoi que ce soit. Fait que on se guidait au soleil un peu aux montagnes. Ligne d'hydro, tu savais que, bon, d'habitude, c'est pas mal une ligne droite. Fait qu'on partait à l'aventure. Puis des fois, on se traînait des grosses caméras. On je me rappelle même qu'il y en avait un qui avait son 4x4 qui nous suivait là-dedans. Oui. On a fait des tonneaux qu'on leur mettait. Son Suzuki Sidekick. Il y avait des giga swamps, là. Moi, je me rappelle qu'il y avait des bouts de aller voir. Ça fait une couple d'années que je l'ai pas fait, là, mais tu sais, il fallait en marcher des bouts, là. Fait que non, pour moi, ça, c'est... Comme je te dis, il y a des trails, comme là, on était au Utah, là, des trails complètement hallucinantes, là, la Full Enchilada, tout ça, mais... Pas grave, là, j'ai quand même vraiment là, une petite attirance parce que ça a des beaux souvenirs pour moi. Là. C'était ça le vélo de montagne, c'était partir à la découverte du point A au point B. Là. Tu sais pas quand est-ce que tu arrives. Impossible de pas parler de Whistler. Tu sais, quand t'es allé, moi je suis allé quelques fois à Whistler, Squamish, encore plus haute, avec des trails complètement impossibles à imaginer quand tu arrives du Mont-Saint-Anne, en tout cas du moins dans les années 90-2000. Mais ma préférée, ça va toujours rester Grisante, Vietnam. C'est ça que j'allais dire. Moi, je connais un peu la réponse. C'est assurément, moi, je pense que je l'ai fait 104 cette année.
Fait que, ça donne une bonne idée, là, légende, à tous les 3 niveaux, plus le full. Ce qui doit être beau là-dedans, c'est que ça doit être comme ça chaque année aussi. Fait que ça reste ta favorite, mais chaque année, tu. Puis il l'améliore. Puis, en fait, puis moi, je suis vieux, j'ai 52 ans, puis j'ai peut-être, en fait, c'est peut-être pas une bonne lecture, mais j'ai encore l'impression de m'améliorer dans ce trail-là, de découvrir des nouvelles lignes. Tu sais, j'ai roulé avec François Soucy, qui est une grande influence, en fait, dans ma vie, là. Puis je vois des nouvelles lignes, je vois des nouveaux kicks, des roches que je peux utiliser, des racinettes comme ça que je peux éviter. Fait que j'ai encore autant de fun, sinon plus qu'avant. Peut-être que je vais moins vite, mais j'ai l'impression des fois d'être plus vite que jadis parce que les vélos sont tellement mieux. Tu sais, des breaks TRP, je veux dire, ça break comme... C'est tellement efficace. Fait que je pense que j'en ai encore beaucoup à vivre au Mont-Saint-Anne. Du moins, je l'espère. Puis j'ai tellement aimé le Mont-Saint-Anne, en fait, que j'ai décidé d'acheter une maison à Château-Richer dès que j'ai pu m'acheter une maison plutôt qu'ailleurs. Fait que mon attachement au Mont-Saint-Anne est sincère. Mais ceci dit, je suis un peu découragé de ce qui se passe présentement au Mont-Saint-Anne. Je veux dire, il n'y a pas d'investissement de fait depuis 3 décennies. Les télécabines, c'est épouvantable. Je veux dire, sont même plus entretenues comme à une certaine époque. Sont sales de l'intérieur, puis surtout, sont défectueuses. Puis depuis le changement du câble puis du moteur, ben il y a beaucoup moins de télécabines qui montent. Il y en a plus 75, je pense qu'il y en a 45. Donc, le débit de skieurs, le débit de cyclistes aussi, ça paraît, les événements comme Coupe du Monde, on le voit, là, il y a des super grosses lignes. On est dû pour un investissement massif. Dans le livre de François Legault, qui promettait comme ça de refaire le Québec. Il y a un passage sur le Mont-Sainte-Anne, puis ils mettent pas ça en application. Fitzgibbon ne veut pas investir présentement sur le Mont-Sainte-Anne. C'est le statu quo, puis je pense que c'est inadmissible, puis c'est surtout scandaleux. Scandaleux, c'est une destination formidable, puis on met pas d'argent, c'est vraiment... moi, j'ai honte, en fait. J'arrive au Mont, je l'aime, cette montagne-là, mais ce qu'on propose, c'est pas à la hauteur. Va au massif 2 jours, puis tu fais comme le Mont-Sainte-Anne, que c'est ça, tu sais. Mais un jour, peut-être, il y aura quelqu'un qui va dire « Hey, là, ça suffit » puis le Mont-Sainte-Anne, on renipe ça. J'espère, en tout cas, que ça va arriver bientôt. En effet, je sens ta détresse vis-à-vis de Mont-Sainte-Anne. Je suis presque en colère, là. Moi, je vais parler comme quelqu'un d'égoïste. Des fois, je suis bien content parce qu'il y a moins de monde un petit peu quand je vais puis que je monte avec mes pots de phoque, mais je comprends très bien ton point de vue puis je suis d'accord quand même avec toi. Mais ça a aussi permis à E47 de se développer, puis bon, Sentier du Moulin, puis Vallée-Bras-du-Nord, puis même le parc Ultramar, ça Rive-Sud pour les gens qui habitent la Rive-Sud. Fait que c'est sûr que le fait que le Mont-Sainte-Anne soit pas vraiment entiché de sa mission vélo de montagne, ça a créé d'autres espaces. Puis c'est sûr qu'au Mont-Saint-Anne, il y a moins de monde qu'à une certaine époque. Ça fait que les pistes sont moins fréquentées, moins maganées, puis on a l'impression de rouler plus dans un territoire isolé. Mais c'est ça, la culture du vélo de montagne s'est développée comme partout dans le monde. Puis le Mont-Saint-Anne est en retard par rapport à cette évolution-là. C'est honteux. Ben, ils ont le nom. Ils profitent du nom parce qu'ils étaient là tous les débuts. Plus ancienne Coupe du Monde, c'est l'équivalent du Grand Prix de Monaco. Je veux dire, dans fou, la F1. Ça a toujours été la mecque du vélo de montagne. Aujourd'hui, c'est super cool à les rouler ça, mais ils pourraient faire ça 8 fois mieux. Là, je veux dire, ils pourraient faire mieux que toutes les autres centres. Ouais, surtout quand ils ont un camping, ils ont tout ce qu'il faut pour que tu aies passé plusieurs jours là, ce que d'autres centres n'ont pas. On parle de 47, c'est super, c'est super accessible, tout ça. Puis souvent, les gens qui vont passer ici, ils vont aller au Sentier du Moulin, ils vont faire une petite tournée, mais c'est plus, disons, moins propice à passer, je sais pas, une semaine ici. Là. Tandis qu'au Mont-Sainte-Anne, il y aurait ce qu'il faut pour passer une semaine là, pour faire toutes sortes de choses autour. Tu peux aller faire du hiking, faire un tour aux chutes, mais ils ne développent pas ce côté-là parce que pour les plus jeunes, c'est pas, à part une couple de petites trails, c'est pas super accessible. Là. C'est pas, moi, je m'en plains pas encore une fois, mais je comprends qu'il y a un manque pareil là, pour bien du monde là-dedans. Qui dort. On parlait de la Grisante, tantôt on riait un peu, mais la Grisante, dans certains passages, c'est une piste qui est plus tough que l'appellation verte ou bleue, là, tout dépendant des secteurs. Il y a des secteurs, il y a des bouts de Vietnam grisante qui, à Whistler, sont noirs, puis qui sont répertoriés vertes ou bleues même à Sainte-Anne. Donc, il y a une espèce de dichotomie en plus, puis il n'y a pas de piste pour commencer. Tu commences pas dans Grisante, dans Vietnam. Je veux dire, moi, je suis allé à Island Mountain Bike Park. Il y a une piste pour les familles. Il y a une piste, là, Beginners have the right to begin. Tu sais, si t'es un gros rouleur, va pas là. Il y a des mamans qui attendent leur kid, puis c'est la joie de vivre. Puis à Sainte-Anne, t'as pas du tout ça. Là. C'est tout le monde ensemble. Puis si tu fais pas la cote, ben reste dans ton char. Exact.
Cool. On n'en a pas plugué notre partenaire bière. Ben non, c'est vrai, pour en parler, parce que nous, on n'aime pas ça, la bière, là. Tu tombes mal. Non, mais dans le fond, on a deux frères, Vox Populi, Glutenberg, puis Hochelag, qui nous fournissent notre alcool, notre bière, quand on fait les podcasts. Fait que gros merci pour ça. Puis, on est bien sûr au Manoir du Lac-de-L'Âge. Pour ceux qui nous regardent dans une chambre d'hôtel, on est au Manoir du Lac-de-L'Âge qui nous supporte dans le fond dans le projet aussi. Fait que merci au Manoir. Bonne place à venir quand tu vas à 47. Ouais. Directement en face des trails. Bike in, bike out. C'est un gros partenaire là, de 47. Là. Dans les premières années, là, ils s'apercevaient moins qu'on était là. La gang ont changé. Puis là, ils sont allumés. Ils comprennent que ça amène des clients. On le sent, là, parce que ça, on le sentait pas, justement. Non. Nous autres, on a l'habitude de venir faire un petit week-end en famille ici il y a quelques années. Puis on dit, ça doit être le fun, ça doit vous apporter du monde, tout ça. Puis, mais là, non, on voit qu'il y a vraiment une association. Là, Puis dans les enjeux concernant le A47, là, bon, on peut en parler. Je veux dire, moi, je suis un peu le dossier, mais bon, le Manoir du Lac-de-L'Âge semble être un allié de A47. C'est quoi l'ambiance? On en est où dans les négociations? Les résidents, est-ce qu'ils ont... Ouais, on voulait pas tant nécessairement tomber là-dedans en ce moment, parce que c'est encore des trucs qui sont juridiques. C'est devant les tribunaux. Exactement. OK, devant les tribunaux. D'abord, est-ce que 47 a des chances de fermer? Non. OK. Je croirais pas. Mais tu sais, nous, on est deux membres du conseil d'administration. Fait que, on veut parler de tous les sujets dans ce podcast-là, sauf ça parce que c'est devant les tribunaux. Ben moi, je suis membre depuis 2015. Puis, en tant que membre, j'ai pas la connexion que vous avez. Je m'inquiète pour l'avenir de 47. Je me demande si un jour, on va fermer ça pour je sais pas quelle considération. Vous semblez optimiste? Non, on a plein de solutions. On travaille sur plein de solutions. Il faut voir ça pour voir que ça a fait bouger des choses qui avancent plus vite. Mais écoute, je veux dire, moi, j'ai changé de job pour venir à une job à temps plein avec un prêt 47. Fait que, qui t'a laissé une job fonctionnaire, fonds de pension, toute la patente, permanence. pour ça. Fait que, je suis pas inquiet de mon avenir, mettons, avec un prêt 47. Fait que quand vous allez nous réinviter, là, Bobo et moi, dans 20 ans, là, vous allez être encore là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Mais moi, je profite de la tribune là, parce que je suis quand même ici assez souvent, là, surtout l'été, là, mais même l'hiver. Là. Je sais que c'est pas tout le temps possible, là, mais qu'on se passe le mot, là, quand tu peux faire du covoiturage pour venir ici, il y a tellement plein d'avantages là, de faire l'effort. Là. Je rêve au jour qu'il y ait une page Facebook ou une application qui permette aux gens de se donner rendez-vous en ville, tout ça pour monter. Quand je vois les défilés d'auto, c'est super, on va jouer dehors, on fait du plein air, tout ça, on se dit qu'on profite, mais en même temps, quand on est chacun dans notre camion à file indienne avec notre propre vélo, c'est mon petit message à moi. C'est pas toujours possible, je le sais. C'est pas toujours possible, mais des fois, ça demande juste une petite organisation, un petit effort, puis ça va aider des centres comme vous autres. Vous n'êtes pas les seuls. Certains Sentiers du Moulin aussi, c'est pas facile d'avoir qu'il faut faire affaire avec les gens, les résidents, tout ça, qui voient des locaux qui voient défiler d'auto. On le sait là, que ça c'est un peu une génération qui s'affronte. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont venues s'installer ici au Lac-de-L'Âge parce qu'ils trippent ces trails, ils trippent sur le développement. Puis il y a des gens qui étaient là depuis longtemps, qui, eux, le vélo de montagne, ça rime comme dans zéro. Je rêve des navettes aussi. Moi, je serais le premier à la prendre en navette. Là. Des fois, je suis assez motivé. Vrai, je monte en vélo, là, mais avoir des services de navette. Il y a déjà un projet avec des étudiants, je pense, sont à l'Université Laval. Ils avaient commencé un projet pour amener, justement, comme au moins déjà des étudiants, puis autant à Cégep, Université Haute, à venir faire ces activités-là. On va dire dans la Couronne Nord, exemple. C'est nous autres, Sentiers-du-Moulin. Puis ils travaillaient à avoir un service, justement, qui était capable d'avoir une genre de navette pour embarquer les bikes et compagnie, puis d'avoir des genres de cédules là, déjà prédéfinies que tu viens rouler à telle place, puis ils font les deux centres ou ils vont ailleurs, ils vont dans la vallée de la quartier aussi. Puis, fait qu'il y a déjà, je pense, un certain intérêt qui se passe à ce niveau-là. Avoir un incitatif pour justement là, pour promouvoir ça, puis motiver le monde à justement là, pour chacun dans sa voiture. Encore une fois, comme je le dis, là, c'est pas toujours possible, puis c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais d'encourager, là, mais vraiment. Mais ton idée est excellente parce que tu sais, c'est sûr que je note ça. Puis, tu sais, je pense que ça peut faire partie des actions. Là. C'est pas dur de mettre en place. On peut se partir un groupe Facebook covoiturage Empire 47. Là, moi, des fois, je le fais là, avec 2-3 amis, mais pourquoi que ça se ferait pas à grande échelle? Ouais. Puis, tu sais, il y a des détails faciles. Puis, tu sais, moi, j'habite à Stoneham. Je viens jamais avec mon auto. Je prends mon vélo.
je rentre par le chemin Roux, j'arrive un petit peu en arrière ou le champ, tu sais. Mais je suis une auto de moins, là. Mais tu sais, le nombre de personnes qui partent de Stoneham puis qui s'en viennent ici avec leur auto. Château-Richer pour venir vous voir. Mais tu sais, ce que je dis, c'est que, OK, tu viens avec tes enfants, tu leur fais pas le 5 km pour se rendre parce qu'ils voudront pas revenir, mais tu sais, il y a plein de gens comme moi qui prend tu prends ton vélo. Vous avez des partenaires de bière, ben, peut-être de donner une petite récompense à ceux qui font les efforts à ce moment-là. Il y a de quoi à faire petit avec coupon, ça. un petit quelque chose. Je pense que ça serait un gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis il y en a bien des, je pense que de la clientèle qui viennent ici faire rouler, là, comme moi, là, qui sont sensibilisés à ça, mais on n'a pas les outils, si on veut, pour les mettre en pratique. Là. Mais moi, je suis convaincu que tout le monde est un peu sensibilisé à ça, mais anecdote comme ça, la journée que l'histoire de la poursuite avait sorti, j'étais en contact tout le temps avec mon gars de parking, savoir comment que tout allait cette journée-là. Il m'appelle à la fin de la journée, il me dit Gab, habituellement, on réserve l'espace pour les familles, les locations et autres. Il m'appelle. Parce qu'il y a un P1, P2. Là, ce qu'il faut dire, là, le P2, t'es plus loin, t'as 1 kilomètre à faire pour te rendre. Là. Exact. Puis il me dit, écoute, habituellement, là, c'est sur, mettons, 20 voitures, il fallait envoyer 15 personnes à peu près vers le P2. Cette journée-là, il m'appelle, il me dit, Gab, tout le monde qui avait d'affaires dans le P1 était là, puis j'ai eu besoin de revirer personne. Mais c'était volontaire, les gens au P2 volontairement. Volontairement, il y avait une conscience de la patente. Ça n'a pas duré nécessairement avec le temps, là, ça s'est amélioré quand même. Mais c'est ça, mais dans le sens, quand tu disais que les gens sont déjà sensibilisés à ça, ben, ils sont tous, mais il y a comme le petit dada, justement, qu'on cherche peut-être pour attirer le monde à faire ça vraiment. Des rappels incitatifs, mais des messages positifs là-dedans, là, pas de répression. Non, ça, exact, là. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense que tout le monde va en être gagnant en bout de ligne. Là. Prouve que tu covoitures, puis 50% c'est une bière. On va venir chez vous après 3 bières. Non, l'idée est excellente. Quand est-ce que la Mirador elle ouvre, là? Elle est ouverte aujourd'hui. Oh! Ouais. Fait que là, c'est sûr que le jour que ça va sortir, ça va faire longtemps qu'elle va peut-être être déjà fermée. Non, c'est pas vrai, là. Mais non, en cette date aujourd'hui du... on est le 8 décembre? 8 décembre. 8 décembre. Fait que, on sait pas quand est-ce que l'épisode va sortir, là, mais ça va être comme dans les... Ben, je vais être là demain. Ben, exactement, le 9. Mais oui, elle a ouvert hier en mode difficile, mais comme tu es un excellent pilote, ça va aller. Ouais. Puis on a une nouvelle montée directe aussi, la fameuse montée pas facile. Fait que, elle est exigeante, direct, là. Ouais. Faut que ça soit bien tapé. Je l'ai fait une vingtaine, presque 25 fois l'année passée. C'est ça, on est déjà dedans. Ah, OK, Mirador, Ben oui, mais la montée difficile, c'est l'espèce de voie d'accès sud? Ouais, c'est un peu ça, mais on continue dedans puis on arrive directement en haut. Anciennement, c'était juste un chemin de skidoo qu'on prenait puis qu'on n'ouvrait pas. Là, puis ça va plus vite que passer par le gros tour par en arrière. Là, jusqu'à... Ça demande des bonnes jambes, puis des fois, ça se peut que tu marches, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver? J'ai une question. J'ai remarqué une nouveauté à E47, 50$ de plus l'abonnement vélo électrique. Ouais. Vous êtes un peu les pionniers dans cette démarche-là? Avec Sentier du Moulin. C'était une entente avec Sentier du Moulin il y a 1 an et demi. Ben là, dans le fond, c'est notre 2e année, si on veut. Puis ce qu'on aurait, je pense, aimé, c'est que, tu sais, avec l'alliance des 5 centres, là, que vous connaissez peut-être, là, fait que les 5 gros centres, on a une alliance pour des moves marketing et autres. On aurait aimé ça que tout le monde embarque en même temps, tu sais, là-dedans. Là. Mais au moins, avec SDM, on s'entend. Mais c'est une politique réfléchie pour augmenter les revenus ou pour limiter les dégâts? Non, ben c'est un peu, on va dire, limiter les dégâts, mais le millage que tu peux faire en général avec un e-bike, il est augmenté. T'sais. Fait que tu as une certaine érosion. L'utilisateur payeur au prorata. Ça, fait que c'est, mettons, l'argument principal. Des fois, il y a d'autres trucs aussi là-dedans. Fait que, on était content que Sentier du Moulin embarque aussi avec nous autres parce que, c'est sûr que ça n'allait pas nécessairement bien passé. Mais on a eu plein de messages positifs là-dedans. C'est seulement que les VAE qui sont admis à E47, là, pas de bac à throttle. Non, aucun throttle, aucun moteur roue, ces affaires-là, si on veut pas ça. Puis, mais c'est ça, il y a plein de monde que ça a bien, on dirait que ça a bien passé, puis que le monde comprenait. Ils sont riches, le monde qui ont des e-bikes, là. Non, mais ça a un impact pour nous autres, c'est sûr. 90% du monde, l'ont bien pris, puis pas immense sur une saison, puis c'était ça, là, c'était l'utilisateur payeur, mais c'est pas facile à mettre en place non plus, là,
on a parlé longtemps. Ben, tu sais, moi, il y a une partie, je n'étais pas là dans le CA. Là, je suis revenu dernièrement. Là, quand j'ai eu ma fille, là, je me suis absenté un peu du CA de 3 ans. Mais, tu sais, oui, c'est utilisateur-payeur, mais il y a toujours un argument de, ben, moi, je fais du cross-country. Fait que c'est sûr que sur le même temps, je vais monter 3 fois en haut quand d'autres vont monter une fois. Puis je monte à la vitesse d'un vélo électrique. Fait que est-ce qu'il faut que je paye plus cher? Non, mais si tu as un bike électrique, tu monterais peut-être 3 fois plus. C'est la personne elle-même. Puis, il ne veut pas le vélo électrique, c'est plus de puissance en arrière, ça endammage plus les sentiers. L'érosion. Les gens ne sont pas conscients, mais un sentier de vélo, là, c'est peut-être fabriquer un sentier de vélo 4-5 000 minimum du kilomètre. On parle il y a plus du 10 000. Tu le sais plus que moi. Non, on monte. On est à peu près à cette heure, dépendamment même tour de les compagnies, ça va péter le 30 000 du kilomètre. Ouais, mais vous-même, parce que là, on pourrait aller peut-être vers 15. Vous, quand est-ce qu'on switch au e-bike? On est-tu trop jeune? 52, 53, là? Je refuse de l'essayer, j'ai peur d'aimer ça. OK, tu l'as pas essayé? La seule fois, c'était dans le stationnement chez Lessard. C'est toi qui m'en avais prêté. E-bike is the new Coke. Ceux qui essayent le e-bike, souvent, ils reviennent pas en arrière. Moi, j'ai fait une année de e-bike. Je me dis, je suis trop jeune encore. Mais c'est sûr que c'est un autre sport, là. C'est une autre dimension. C'est différent. Tu montes, je veux dire, ça finit pas. En travaillant, nous autres, on a beaucoup de e-bikes pour se déplacer. Fait que j'en utilise fréquemment, mais moi, d'avoir un e-bike en ce moment, je suis pas là encore. Ils sont encore très lourds. C'est peut-être que quand le poids va changer puis qu'il y a une autonomie différente, mais là en ce moment de jouer sur le vélo puis de s'amuser avec, je retrouve pas ça avec un e-bike en ce moment. Fait que ça me non pas pour l'instant. Quand on sera ça vieux, va venir. Ben, je me dis c'est ça. À un moment donné, si je veux en faire du vélo avec les enfants puis que je les suis plus, quand on a fait notre voyage les 3 chumés au Utah, ben on avait nos chums Jeff pour pouvoir aller à notre vitesse, il avait son e-bike, c'était parfait, tout le monde était heureux puis c'est comme si de rien n'était là, fait que ça, on juge pas là. Ça a sa place. C'est sûr, là, tu sais. Excellent. Je pense que c'est la C'est comme on dit le mot de la fin. Ouais, c'est le mot de la fin. Ensemble, excellent. Hey, merci full de vous être déplacés pour nous autres dans ce nouveau petit projet. Grand plaisir. Puis les boys, merci pour tout ce que vous faites à vos implications à 47. Beaucoup. C'est vraiment cool. Vous avez changé nos vies. Ça a changé ma vie à 47. Moi, l'hiver, là, je fais du bike comme ça se peut pas. Là. Avant 2015, on grossissait l'hiver. Maintenant, on fait du fat bike. C'est clair. Le fat bike aussi, ça a changé. Là. Je me rappelle la première fois que je l'ai fait il y a 5-6 ans. Là, j'étais mais là, les trails sont tellement belles. Là. Le fameux fat duro. Les premières fois qu'on disait, moi je ferais ça drôle, la première fois qu'on disait fat duro, j'étais comme, c'est quoi ce terme-là encore, fat duro? Puis là, finalement, c'est rendu comme dans le langage normal. Au début, il y avait la kérosène ici qui était ouverte, qui avait un pied de large. Là, puis c'est un job d'équilibre. Là, puis tu mettais le pied à terre, c'était fini. Là, mais là, c'est plus ça. Là, c'est les autoroutes. La première année, là, je me rappelle, puis on l'a compté dans un autre épisode, mais je me rappelle quand on faisait la moitié du parcours sur le bike, puis l'autre à côté du vélo, c'était une belle soirée. Ouais. Puis des fois, si tu travailles, ça a ça de bon. Là, tu peux comparer la vitesse que tu vas l'été puis l'hiver, puis tu vas dire, c'est la même chose. Des fois, c'est plus vite l'été, des fois, c'est plus vite l'hiver, mais c'est pas la même game du tout. Là. C'est comme Mirador, dans nos concours de Mirador Strava, j'étais à 2 ou 3 secondes de ma vitesse. D'été? Je pense qu'en hiver, j'avais été plus rapide que l'été, mais j'étais collé sur le même temps, pareil. C'est fou. Là. Mais tu sais, un printemps, sentier dur, pas de racine, ça va vite. Là. C'est tellement cool. Là. Cool. Merci bien. Merci. Plaisir de se croiser dans les trails. Yes.